Salut les néo-autonomistes. La syntropie permet de créer un système de culture dense et complexe pour aboutir à un équilibre entre les plantes et obtenir une production en abondance. Encore très peu répandu en milieu tempéré, je suis allé à la rencontre d'Anaël en Dordogne afin de comprendre comment passer d'une terre inculte à un oasis très fertile. C'est un changement de paradigme où chaque action prendra un sens dans le temps et l'espace. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'archipel. Bonjour Anaël. Salut. Merci de nous recevoir en Dordogne, chez Joala Saint-Tropy. C'est pas pour attendrir le public qu'il y a un enfant. C'est parce qu'il est né il y a 6 semaines. Il y a 6 semaines. Je tiens à te remercier parce que c'est vrai que je ne pensais pas qu'on puisse se voir aussitôt. J'ai des abonnés qui m'ont envoyé beaucoup de messages et qui m'ont dit il faut que tu ailles voir Anaël. Donc je t'ai appelé, tu m'as dit laisse-moi accoucher, laisse-moi un petit peu de temps pour m'en remettre. Tu m'as même dit, bon désolé, peut-être que le terrain ne sera pas comme quand j'ai un peu plus de temps. Nous voilà réunis. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la syntropie en 1h30, 2 heures? Allez, on y va. Donc ça fait, ça commence à faire. Ça fait plus de 24 ans que j'ai commencé à faire du jardin. J'ai appris avec ma maman à faire du potager. On avait une terre qui était noire, profonde, riche, extraordinaire. Ça poussait tout seul, c'était en Isère. Et après, j'ai travaillé avec toutes les terres sauf celle-là. Du marais, de quoi faire de la poterie, du caillou, pas de terre, pas d'eau. C'était très intéressant. Et j'ai toujours voulu retrouver cette abondance première en fait. Je me suis formée à l'agriculture biologique il y a 13 ans. Je me suis formée à la pépinière avec la pépinière Watson pendant 2 ans, il y a 8-9 ans. Et du coup, j'ai commencé je suis pépiniériste. Enfin, j'ai été pépiniériste jusqu'à cet hiver. Là, j'arrête. Et il y a 5 ans, à 6 ans maintenant, enfin bref, le temps passe vite, j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir rencontrer Ernst Götsch, le fondateur de la syntropie, qui était venu donner une formation en France. Et depuis, je rêve, mange, dors et respire syntropie. Je m'amuse comme une petite folle. Ça faisait 10 ans que je travaillais avec ce que je savais de la permaculture et du sol vivant. Les connaissances de l'époque, parce que ça fait du coup 15 ans maintenant et que les connaissances elles doublent tous les 5 ans, donc c'est incroyable. Pourquoi? Parce que vraiment c'est nouveau? De quoi? Pourquoi ça double? Excuse-moi, parce que c'est... Parce qu'il y a énormément de... Non, les connaissances sur le sol, les connaissances en agroécologie, ça double tous les 5 ans, c'est exponentiel. Voilà. Mais par contre, quand j'ai démarré la syntropie, je me suis jamais autant amusée. C'est Harry Potter en vrai, c'est magique, c'est incroyable. Du coup, je préviens quand même que j'ai été enceinte là, vous avez vu le petit bébé. C'est la preuve. On l'a en image. C'est la preuve, on l'a en image. Du coup, je sors d'une période complètement baby-chou, donc il faut que je me remette dedans. Donc des fois, je peux bugger un petit peu. Et heureusement, j'ai eu de l'aide. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidée pendant que je ne pouvais plus rien faire. Mais je reviens juste de mettre la main, donc c'est un peu foufou. Tout n'a pas été taillé, tout n'a pas été suivi comme j'aurais pu souhaiter, évidemment, si j'avais été à poste tout l'été. Mais on va faire le tour et dans l'ensemble, ça va, quoi. Alors, syntropie, ça vient du grec syntropia. Ça n'a rien à voir avec Saint-Tropez ou les tropiques, comme certains me demandent, ça n'a rien à voir du tout. Et qui veut dire en gros aller du simple vers le complexe. En fait, c'est un terme de thermodynamique. L'inverse de la syntropie, c'est l'entropie. C'est-à-dire quand ça se dégrade et quand un corps se diminue, se dégrade, un pain qui pourrit, un organisme qui se délite. La syntropie, ça va être du moins quelque chose de très simple vers le plus complexe. Pourquoi faire simple quand on peut faire complexe? Absolument. Et d'ailleurs, c'est vraiment la question fondamentale en fait. Ça a été proposé sous cette formule-là en fait, par Ernst Götsch, qui est un Suisse-allemand, qui travaille depuis une
quarantaine d'années au Brésil et qui a fait des merveilles. Donc Ernst, en gros, il s'est posé la question en travaillant en Suisse dans une entreprise qui faisait à l'époque, c'était avant les OGM, des croisements pour essayer de renforcer des plantes. Pourquoi? Parce que nous, dans notre façon de penser l'agriculture, on simplifie à l'extrême. Quand on a un champ de blé avec une seule génétique sur des hectares, avec une seule demande, un seul âge de plantes, c'est simplifié à l'extrême. Or, le vivant, il est par essence fondamentalement complexe, divers, et il va vers l'abondance. Donc en fait, on se bat contre la puissance du vivant, ce qui est complètement idiot, pour essayer de répondre à nos besoins fondamentaux. En se coupant donc l'herbe sous les pieds, ou le blé sous les pieds, si on veut jouer sur les mots. Et en diminuant la terre, je présume, plus on va à l'inverse de la nature, plus on dégrade. Plus on dégrade et plus on rend malade, parce qu'on est obligé de mettre du chimique pour essayer de rattraper le fait que quand c'est complexe, c'est beaucoup plus résilient. Plus c'est complexe, plus c'est résilient de toute façon. Donc en gros, Ernst, il est passé d'une terre, 500 hectares, à peu près 400-500 hectares, ça s'adresse à au tout Brésil, le monde. au Brésil, je précise, c'est pas à Paris qu'on va faire ça, c'est certain, qui s'appelait la ferme échappée du désert, pour donner une idée, et l'ancien propriétaire faisait de la scierie. Donc il avait rentabilisé la terre comme il pouvait, c'est-à-dire il avait tout coupé, et donc c'était catastrophique. Et en 30-40 ans, ça ressemble à une forêt primaire. Il y a la plus grande biodiversité de toutes les forêts atlantiques du Brésil. Même les endroits qui sont protégés et qui donc ont échappé à Bolsonaro parce qu'il a déprotégé au maximum et coupé au maximum, enfin bref. Il a une biodiversité extraordinaire. Et il fait un des meilleurs cacao au monde en Saint-Tropez et il a rendu le reste aux vivants. Et on dirait vraiment une forêt primaire, avec des troncs qui n'auraient pas 300 ans, mais avec une résilience d'une forêt qui aurait 300 ans. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on peut retrouver une place juste et bénéfique qui va dans le sens du vivant et qui permet de manière fondamentale d'accélérer ce processus vers l'abondance. Okay. Voilà. Parce qu'on fait un peu l'inverse d'habitude. Mais là, oui, on dit souvent, mais laissez la nature faire, elle fait mieux que nous. Mais tu as l'air, si je comprends bien, de dire que l'homme peut quand même mettre son petit grain de sel. À la condition expresse d'arrêter de gérer, de gouverner, de croire que nous sommes les intelligents, qu'on a tout compris, qu'on sait faire, qu'on protège, qu'on fait bien, n'est-ce pas? L'homme seul au monde. Exactement. Alors du coup, il faut écouter les femmes un petit peu. Et voilà, c'est ça, c'est parfait, merci. Et donc au lieu d'être les intelligents, c'est vraiment une phrase de Ernst qui est fondamentale, comprendre qu'on fait partie d'un système intelligent. Donc oui, on peut retrouver une place juste et bénéfique si on arrête de se prendre pour les gourous fondamentaux du vivant, le summum de l'évolution, ça ne nous a pas trop réussi jusqu'ici, et de retrouver une place d'apprenti. De toute façon, le mot humus vient de latin, de la même racine que humilité, et donc on a du boulot. Mais disons que si on se remet en apprentissage, à l'écoute, on peut vraiment revenir dans le sens du vivant et du coup retravailler, retourner vers une accélération de l'abondance, parce qu'on a vraiment décéléré, voire on est revenu en arrière profondément. On a même voilà, un peu creusé. C'est un peu catastrophique. Sur ce que tu viens de dire, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce que, alors tu le prouves ici sûrement que non, mais pourquoi il est parti au Brésil? Peut-être parce que les terres étaient abîmées. Est-ce que ça s'applique en Europe, Absolument. En France? Oui. Et est-ce qu'on a besoin de 500 hectares? Alors, on a besoin au minimum, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait au moins 3 mètres carrés. Ah oui, à Paris c'est cher. Non, c'est ça. Ouais, tu m'as dit que 100 mètres carrés, les Parisiens, ils n'aimaient pas dire ça. 100 mètres carrés, quand tu dis c'est pas grand-chose, j'ai un petit potager de 100 mètres carrés, ouais. ça gronde en commentaire. Non, il n'y a pas de limite de taille. Disons que plus c'est large, plus la résilience est profonde, évidemment, parce qu'on recrée un système. Donc, pour revenir juste sur Ernst, il a commencé ses expérimentations en Suisse et en Allemagne. Il a commencé à avoir des très bons résultats en complexifiant le système de plantation, parce qu'il s'est dit, pourquoi simplifier? C'est sur revenir sur ta question, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi on va forcer les plantes à s'adapter à des conditions qui ne leur vont pas?
pourquoi il faut simplifier, alors que si on complexifie, parce que le vivant est complexe, peut-être qu'elle se sentirait mieux. Ça a l'air idiot comme réaction, mais en fait, toutes nos cultures sont basées sur simplifions, simplifions, quoi. Donc il est repassé dans l'autre sens. Et il a eu des résultats et beaucoup de propositions d'aller travailler dans les pays tropicaux et subtropicaux. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est parti là-bas. Et il s'est passé plein d'aventures et plein de choses, bien évidemment, mais il a des résultats extraordinaires. Donc sur cette terre qui était quasiment morte, tous les ruisseaux du domaine coulent même en plein été. Il fait 10 degrés de moins qu'alentour. Ça a changé le microclimat de sa région. Ça va jusque-là, donc évidemment, si on fait sur 3 mètres carrés, ça ne changera pas le microclimat du balcon, mais on peut déjà commencer comme ça. C'est un début. Et il a une production extraordinaire, une biodiversité fantastique, et surtout, il a jusqu'à 3 à 5 cm d'humus pur supplémentaire par an. Par an. Alors que si je ne me trompe pas, évidemment, j'ai que la comparaison sur les forêts européennes, une vraie forêt, hein, pas une monoculture d'arbres, hein, une vraie forêt, elle fait 1 cm d'humus supplémentaire par siècle. Par siècle ? Oui. Donc c'est pour donner un peu... Alors nous, on a des hivers, on n'a pas des bananiers qui poussent de 4 mètres en 10 mois, évidemment, mais on peut avoir une transformation du sol en quelques mois qui est extraordinaire. Et je l'ai vécu, et c'est vraiment de la magie. Pour avoir fait des années et des années de jardin au minimum, j'avais jamais vu ça, jamais vu ça. J'ai une autre question, et j'en profite, hein, mais tu vois, moi je suis dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Et tu as l'air de dire que maintenant, il y a des cours d'eau qui... Comment tu fais quand tu n'as pas d'eau? Est-ce que, par exemple, les Méditerranéens, vraiment qui sont sur le bassin, est-ce qu'ils peuvent reproduire quelque chose? Est-ce qu'il y a des tests dessus ou pas? Oui, ils peuvent. On peut faire de la syntropie dans le monde entier, des 40e rugissantes, non peut-être pas parce que c'est un peu trop de flotte, mais les 40e parallèles en Norvège, à 1500 mètres en Suisse, au désert, puisque les principes fondamentaux qui sous-tendent le vivant et donc le mouvement vers l'abondance sont les mêmes partout. Évidemment, ça ne prendra pas le même temps que si on commence dans un endroit où justement la végétation elle est exponentielle très très rapidement. Mais les principes fondamentaux sont similaires partout. Donc la difficulté, c'est là-dessus que j'ai travaillé, et ce qui est vraiment passionnant, c'est l'adaptation. Parce que ça marche très bien au Brésil, ça marche très bien dans les pays subtropicaux. D'ailleurs, maintenant, c'est fait partout, dans le monde entier. La syntropie s'est développée partout, notamment tropicale et subtropicale. Et en climat tempéré, on n'a pas beaucoup de recul. On a 6-7 ans de recul maximum. Et du coup, il faut adapter parce qu'on a des hivers, parce qu'on n'a pas les mêmes plantes, et parce qu'au départ, j'ai appris à planter un peu avec les principes brésiliens. Et c'est pour ça que je vais te présenter le musée des erreurs. Ah, eh ben, on y va. Il y a quoi comme... Bon, moi, je connais le feijoa parce qu'on dit goyavier du Brésil, mais il y a quoi, par exemple, qu'ils ont au Brésil qu'on n'a pas chez nous de Oh là là, ils ont un nombre hallucinant de noms que je suis incapable de retenir. Il y a une très très grande diversité. Comme disait mon prof de biologie des arbres, 9989%, ça fait beaucoup, hein, des arbres proviennent des tropiques. Même le sapin a démarré sous les tropiques, en fait, historiquement. Oui, oui. Enfin, bien avant l'histoire, d'ailleurs. Donc il y a une diversité extraordinaire. Et nous, on a... Après, il y a aussi la question des plantes que nous, on plante et des plantes qui sont capables de pousser chez nous et de nous nourrir. Parce qu'il y a une grande différence entre les 20 plantes qu'on utilise et les 5000 qui pourraient nous nourrir quotidiennement. Alors ici, il y a de la bâche, parce qu'on solarise. Pour ma stagiaire qui fait des expérimentations en pépinière, donc elle va utiliser ce lieu-là pour planter cet automne. Donc ici, vous voyez les premières lignes, alors il y en a d'autres en bas, mais les premières lignes que j'ai plantées en suivant un peu ce que j'avais appris, il y a pratiquement 5 ans. C'est la 5e année. J'ai pas d'eau ici, hein, quasiment pas. J'ai 2 cuves ridicules qui me permettaient d'arroser la serre et puis un peu les démarrages de plantation. Donc évidemment, ça n'a pas été arrosé comme... la terre n'est pas très riche. Et franchement, ça casse pas des briques. Sauf que moi, c'est trop long. Je veux du tropical, quoi, tout de suite. Je veux la jungle. Et c'est basé sur le principe de
On va couper au centre toute la biomasse et la rejeter sur les bords pour faire des boudins, comme les boudins de paille qu'on a, qui vont protéger l'enracinement. Et on va utiliser la matière aérienne ligneuse pour l'apport de carbone, principalement pour l'apport de carbone, qu'on va ramener au sol. Il y a énormément de perturbations, de coupes, de taille. On va y revenir dessus parce que c'est fondamental. Le bananier ou les arbres d'apport de biomasse ligneuse sont pléthoriques au Brésil. Ça pousse à une vitesse folle, mais pas chez nous. Parce qu'il faut de l'eau. Ouais, pas que parce qu'il faut de l'eau, c'est parce qu'on est tout simplement en Europe, il n'y a pas photo. Hein. Quand on voit, alors celui-là, il a particulièrement pas bien démarré. C'est un peu plié ça? Oui, c'est un peu plié qu'il y a 5 ans. Donc avec ça, le temps que je fasse de la biomasse pour couvrir le sol, bon, j'ai d'autres peupliers qui étaient dans un système syntropique qui un peu plus avancé, qui fait le triple de sa taille et qui a 2 ans de moins, pour donner une idée. Donc en fait, ça ne marchait pas du tout, ce n'était pas suffisant. Il faut un apport de biomasse beaucoup plus important. Qu'est-ce qui a commencé à te donner des satisfactions sur les arbres en Dordogne? Ah, on y va, on y va. Parce que là, alors attends, je regarde juste, je vois du poirier, du peuplier, j'arrive pas à voir le pourquoi. Alors, des cerisiers qui ont été greffés, des pruniers, des cassissiers, plein de choses comme ça. Et le problème aussi, c'est que cet interrang absolument apparemment indispensable pour faire de la biomasse, il permet aussi au soleil de rentrer, le soleil qui est de plus en plus chaud, n'est-ce pas? Et du coup, par exemple, tout ce qui est cassis et groseille, ils n'aiment pas du tout, parce qu'ils se retrouvent quand même en plein soleil. Et il y a tout un travail sur les strates et l'ombre et la lumière aussi. Donc il y a plein de... Oh, je mélange les pinceaux. C'est plus fluide d'habitude. Mais non, c'est parfait. Dis-moi, une question, quand je vois ça, c'est extrêmement serré. Ah, en fait, là, pour le moment, il n'y a rien. Ça, c'est vide. Quand j'étais avec Ernst sur le champ pendant la formation, je lui dis là, tu me fais peur, on plante vraiment serré, ça, je me sens pas à l'aise, quoi. Il me dit, t'as peur, tu plantes 2 fois plus. Ah, carrément. Ouais. Et alors, il m'a fallu 2 ans de ne faire que ça, de la syntropie, de faire plein d'expérimentations, de réfléchir beaucoup dessus, pour passer de t'as peur, plante 2 fois plus, à bon, il y a 10 cm² de libre, là, c'est un désert. Parce que fondamentalement, la photosynthèse, en fait, c'est la clé de la vie, c'est la seule et unique valeur ajoutée au monde. Fondamentalement, c'est ça qui va nous donner tout le sol sur lequel on marche, l'air qu'on respire, parce que c'est ça qui a transformé l'atmosphère. Tu prends cet arbre-là, tu prends un cassissier, tu prends une carotte, et tu gardes juste la matière sèche, donc la bûche que tu vas mettre dans ton poêle, hein, pour donner une idée. Il y a 97 à 98% de cette matière qui provient de rien de tangible quasiment. C'est hallucinant, il n'y a aucune banque qui te proposera une plus-value aussi extraordinaire. 97 à 98%, c'est la seule valeur ajoutée, c'est extraordinaire. Sur la bûche que tu tiens, ça vient d'un tout petit peu d'eau, de la lumière du soleil, de l'énergie solaire et de ce qu'on trouve dans l'air mais que nous on ne peut pas toucher, et ça crée de la matière, c'est extraordinaire. Toutes les énergies qu'on utilise viennent de là, l'énergie de la nourriture, de la respiration, du pétrole, du charbon, ce que tu veux. Nos civilisations sont dépendantes de la photosynthèse. On sait maintenant que la plupart de nos civilisations qui sont pas été détruites juste par une guerre ou ce genre de choses, elles ont décédé de déforestation, n'est-ce pas? Les Mayas, par exemple, non? Si je me trompe pas. Les Mayas, par exemple? Surtout le croissant fertile aussi. Il y a toutes les grosses civilisations qui ont fini par trop désherber leur carré de choux. Et surtout le long des rivières, les forêts le long des rivières, parce qu'il fallait les transporter et on n'avait pas de tracteur à ce moment-là. Elles se sont écroulées, elles se sont effondrées avec des problématiques de déforestation, y compris l'Empire romain, qui était aussi lié à des changements climatiques à l'époque. Il faut faire gaffe à la nôtre, on ne sait jamais. Moi, j'ai été voir une personne qui s'appelle Dominique, qui lui avait planté extrêmement proche. Ouais. Et il a regretté surtout, alors c'est peut-être pas la même logique, mais lui, il voulait récolter beaucoup de fruits. C'était inaccessible au bout d'un moment. Il y a eu quelques jours où il n'a pas pu tailler. Après ces semaines, et puis au bout d'un moment, il n'arrivait plus à y accéder. Et il devait y aller à la machette, quoi, limite. Ouais. C'est peut-être ce que tu cherches aussi. Il y a énormément de production de biomasse sur une plantation. Au départ d'une plantation, on va planter 70 à 80% des plantes qui vont être plantées, ça va être des plantes pour la biomasse.
uniquement pour la biomasse, pas pour la production. Mais on va aller voir à quoi ça ressemble. Et en effet, il y a des moments où planter trop dense, ça aide pas, mais c'est des expérimentations. Donc par exemple, je ferai la même chose, mais en faisant des chemins plus larges. Parce que là, j'avais fait des chemins de 50 cm à un certain endroit et il faut rentrer dedans maintenant. Surtout que pendant un été, j'ai pas pu la tailler correctement. Oui, donc, oui, ça on le voit. Annelle, j'en ai pas parlé en début de vidéo, ouais. mais on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais toi, tu as écrit un livre quand même pour détailler tout ça, parce que tu en es à 5-6 ans d'expérience. C'est ma 5e année d'expérimentation. J'ai écrit un bouquin, oui. J'ai fait... Je mettrai tout le lien en description. Ouais. J'ai écrit un bouquin qui permet de poser les principes fondamentaux et surtout l'application technique. Parce que la syntropie, tu pourras faire un backup sur tes explications. Ouais. La syntropie, pour faire simple, on va dire, c'est simple ou complexe, super. C'est la simplexité et la contemplation. C'est deux mots que j'aime beaucoup. La simplexité parce que le vivant est fondamentalement complexe, donc c'est super simple en fait, il suffit de suivre, aller dans le mouvement. Et la contemplation parce que la recherche et l'apprentissage se fait beaucoup par l'observation. On passe beaucoup de temps à regarder, à essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment les systèmes fonctionnent. Et évidemment l'action parce qu'à un moment il faut sortir la machette. C'est vraiment, comme évidemment c'est né au Brésil, le principe est né, enfin la compréhension de ce principe-là est née au Brésil. La machette, c'est le summum, quoi. Quand on commence à sortir la machette au potager, c'est génial. On n'a pas fondamentalement besoin ici, on pourrait faire ça avec des grandes cisailles, mais c'est chouette quand même de jouer. Mais on peut, à t'écouter, on peut aussi en arriver là au bout d'un moment en France, même si c'est plus long. Ah bah en 5 mois, ouais. Ah oui, quand même. Mais il faut attendre 5 mois à peu près quand même. Il faut être patient. 5 mois, faut être patient. Ah oui, à ce moment-là. Ah ouais, non, parce que j'ai dit 5 mois. Par rapport à ce que tu as derrière toi, donc moi je te dis, on dirait un Eleagnus. C'est un Eleagnus. C'est un Eleagnus umbellata, c'est un des rares Eleagnus comestibles. Après, il en existe plein de variétés, de sous-variétés. J'en ai là-bas des jaunes par exemple, j'en ai fait rentrer 7 variétés. J'adore cet arbre-là. C'est un de mes préférés parce qu'on ne lui connaît quasiment aucune maladie. Il a une très bonne repousse, il reste vert quasiment, il est semi-persistant. Et il fait des fruits. Alors, j'ai pas encore essayé de les sécher pour voir si on peut pas faire des raisins d'hiver avec ou ce genre de choses. Mais en tout cas, les poules les adorent. C'est comestible. Moi, j'aime bien. Quand c'est bien mûr, faut pas les manger avant parce que c'est un peu âpre sinon. Le début, il est bon, mais sur la fin, ça te reste un peu sur la langue quand même. Ouais, mais c'est plein de choses qui font que tu vieillis pas et t'as pas de. Tu vieillis pas. Vas-y, je te prends un jus tout de suite. Et malheureusement pour lui, il est souvent utilisé pour tiens, c'est bien, on va mettre ça en haie quoi. Exactement, on les trouve beaucoup sur les parkings des supermarchés, sauf que c'est pas cette variété-là qui fait des fruits, c'est d'autres variétés. Il faut faire attention de ne pas manger n'importe quel Eleagnus, puisque comme on disait, tout est comestible au moins une fois. Et celui-là est très comestible. Oui, donc j'étais partie, je suis en train de partir. Non, ça c'est extraordinaire, celui-là il reste à 2-3 mètres. Après, tu en as d'autres qui peuvent monter beaucoup plus haut. Mais j'aime bien celui-là parce que justement, on ne va pas se battre sur la hauteur. On va dégager un peu sur les côtés. Donc ça, c'est une ligne. C'est une ligne qui, pour moi, fait partie du musée des erreurs. Elle n'a pas fonctionné comme je voulais. Elle est assez dense au niveau de la plantation par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Mais malgré le fait que c'est joli, il faut pas, voilà, c'est quand même sympa. Ça n'a pas poussé aussi bien, aussi vite que je l'espérais par rapport à d'autres expérimentations que j'ai faites ailleurs. Et maintenant, je ne pourrais plus penser une plantation syntropique juste avec une ligne. Ça doit être inclus dans un système beaucoup plus dense. Pourquoi ? Parce qu'on va créer plein d'interrelations dans un système plus large. C'est pour ça que je plante maintenant des tortues, des blocs. Au lieu de dire je travaille en bloc, je dis je travaille en tortue. Mais on y reviendra aussi. En gros, la base fondamentale,
c'est la photosynthèse. C'est la seule et unique valeur ajoutée au monde qui donne vie à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a rien qui nous entoure, il n'y a absolument rien qui nous constitue qui est indépendant de la photosynthèse. Le vivant est par essence impermanent, interdépendant et composé. On a vu composer des systèmes dans les systèmes dans les systèmes, d'organismes dans les organismes, et il va vers toujours plus de complexification, de diversification, et il va toujours plus vers l'abondance. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Et indissociable de l'abondance, il y a la perturbation. C'est hyper important, c'est un point fondamental de la syntropie. La perturbation, en fait, c'est... on va la retrouver quand il y a de la neige qui tombe sur un arbre et qui va la casser, quand il y a du vent qui va arriver. Bon, on ne parle pas des méga problèmes climatiques qu'on a aujourd'hui, parce que là, c'est qu'il y a des dérèglements de système assez importants. Et ça ne pourrait pas faire en sorte justement que ça accélère, malgré quand ça se prend une chaleur? Est-ce que l'arbre, après, il apprend de cette chaleur? Alors, en ce moment, par exemple, il y a des forêts entières dans le Jura, 80% de la forêt qui est en train de mourir, par exemple. Donc, il apprend vite, oui, mais il meurt beaucoup, oui, aussi. Non, il y a des... il y a vraiment un déséquilibre de systèmes très, très larges, notamment climatiques, qui font que ça pose problème. Mais pour la perturbation principale, c'est une perturbation qu'on ne voit plus, avec laquelle on n'est plus en relation, c'est la perturbation animale. Et en fait, depuis le début du vivant, les animaux, ils ont toujours, on va parler par exemple des herbivores, pense un peu aux bisons d'Amérique. Il y avait des milliers de têtes de bisons qui faisaient 1 tonne chacun, donc pas le petit lapin du coin. Avant les Européens. Avant les Européens, ou en tout cas au début, c'est pour ça qu'on a pu les voir. Ils ont fait frôler l'extinction quand même, hein, c'est pas mal, on est fort. Hein. Ils ont vraiment frôlé l'extinction. Et donc un animal, ça perturbe, ça va manger, ça va grignoter, ça va broutisser. Et ce faisant, le fait de perturber, de tailler en fait le végétal, donc la première valeur ajoutée au monde, ça crée une réaction à l'intérieur des arbres ou de l'herbe. Ça va pousser encore plus vite. Ça va donner l'information via les mycorhizes et via les racines. Attention, faut que ça pousse. C'est une sorte de... Avant de mourir, peut-être, il se dit, oula, faut s'exciter. Alors, si tu arraches tout l'arbre, il meurt. Mais si tu lui coupes, si tu lui broutes les feuilles, il ne va pas mourir. Il va donner l'information au reste de la plante et aux voisins. Et c'est ça que c'est important aussi. Attention, il faut que ça pousse. Quand tu tailles une haie ou un vieux pommier, tu vois bien le résultat derrière, ça repart à fond la caisse. Ça fait tomber la biomasse au sol. Alors par un animal, ça va passer par le transit intestinal, la biomasse qui va ressortir de l'autre côté. Sinon, nous on va tailler, hein, parce que voilà, j'ai déjà essayé de brouter, mais c'est pas terrible. Non, l'eucalyptus peut-être. Je te conseille de ne pas essayer les artichauts à brouter, hein, c'est pas mal. Hein. Donc moi j'utilise plutôt ça. Quand ça devient pléthorique, c'est plutôt la machette après. Ou la cisaille, voilà, ça c'est une serpette opinel numéro 10. La perturbation liée aux herbivores est absolument incroyable. Et il y avait une masse animale absolument gigantesque. En Europe, on avait des troupeaux entiers. Les forêts ne couvraient pas la totalité de l'Europe, c'est faux. Il y avait des espaces boisés et des forêts qui étaient liés à des prairies. Avec énormément de troupeaux sauvages qui se baladaient d'un point à l'autre. Il y avait des tonnes de poissons dans les rivières, des saumons qui remontaient la Seine. Imaginez les saumons qui remontaient la Seine. Il y avait des baleines qui passaient pas loin de Bordeaux avant que ça existe, Bordeaux, n'est-ce pas? Il y avait une masse animale dans l'air, dans l'eau et sur terre qui était extraordinaire. Aujourd'hui, on a une recherche universitaire qui vient des États-Unis, qui a été faite avec des biologistes du monde entier, en fait, qui montre qu'on a perdu en 12 000 ans 92% de la fertilité des sols. Et ce, parce qu'il y a à peu près à ce moment-là, on a créé un truc qui s'appelle l'agriculture, et surtout qu'on a exterminé un levier principal de l'abondance, qui est la masse animale. On a exterminé environ 83% de la masse animale.
Et dans les pourcentages qui restent, il y a beaucoup de chiens qui sont nourris aux croquettes. Donc ça, et de chats. Donc on a tout simplement déverrouillé tout le système qui allait du système de colonisation vers l'abondance. On a cassé un maillon essentiel. Donc nous, aujourd'hui, sur un petit potager ou sur un petit jardin, on va avoir du mal à réintroduire un troupeau de bisons, c'est pas totalement adapté, mais du coup, on va faire le boulot de l'animal. Et comme disait Sepolzer, si tu veux pas de cochon, tu n'as plus qu'à faire le travail du cochon. Donc c'est nous qui allons faire la perturbation. Voilà. Moi, Anaëlle, je t'ai pas posé la question, t'es quoi comme formation? T'es biologiste? Eh ben non, j'ai aucune base scientifique. Je suis pas biologiste, je suis expérimentatrice principalement. J'ai une formation en histoire et en anthropologie universitaire. Et voilà, j'ai continué à faire beaucoup de choses derrière. Et ça fait, voilà, c'est surtout de la pratique de terrain. Et je me suis formée avec, au fur et à mesure en permaculture. Je me suis formée sur plein de... sur les haies fruitières, je me suis formée avec plein de gens fantastiques. Et c'est vrai que c'est quand j'ai rencontré Ernst Götsch que tout a fait sens. Il manquait des pièces du puzzle et là, clac, 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 tout s'est bien arrangé. Et depuis, du coup, je ne fais plus que ça. En nourrissant ces réflexions-là de mon background à la base. Mais je ne suis pas spécialiste des sols, je ne suis pas hydrologue, mais par la pratique, on finit par comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc ce que je veux, moi, c'est que ça marche en fait. Je suis très les mains dans la terre. Même si ces derniers mois, j'ai eu plus de mal avec la grossesse. Mais ouais, toi, tu veux pas que ce soit juste virtuel ou sur des livres. Tu veux le tester et comprendre pourquoi il y a les réussites et les essais. De toute façon, je fais la formation en syntropie, mais je serais incapable de former qui que ce soit si je ne sais pas de la recherche. C'est indissociable. Pour moi, c'est indissociable. On peut pas. En fait, il faut vraiment que ça. C'est pas juste dans la tête. On se dit pas, bah oui, ça fonctionne comme ça. Il faut que ça descende dans les tripes. C'est très profond parce qu'il y a des choses auxquelles on est habitué et on a du mal vraiment. Par exemple, on sait que le labour profond, c'est pas bien. On sait que ça explose les sols, on sait que c'est pas bon du tout. Ceci dit, j'en ai discuté avec des collègues plusieurs fois, il y a plein de notions qui sont culturellement et culturellement très profondément ancrées. Tu disais la difficulté, c'est qu'on n'apprend pas ça. Ben oui, la difficulté, c'est qu'il y a un sacré retournement de chaussettes à faire en fait. On croit qu'on sait, mais en fait, on sait, mais même quand on sait, on ne sait pas dans les tripes. Et il y a plein de collègues qui disaient, mais moi, quand je vois le tracteur qui retourne cette terre noire, eh ben, je me sens, enfin, j'adore quoi. Alors qu'il sait que c'est pas bon. Mais c'est. Ouais, mais ça, c'est le côté, Claude Bourguignon qui disait. Dès que l'homme a un truc entre les jambes, une grosse machine cylindrée, il n'en peut plus et il veut tout retourner, il veut tout débroussailler, il veut trop... Ça, c'est surtout l'homme, hein, pas l'humain. C'est l'homme, dès qu'il y a de la machine, il est excité. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est les hommes excités avec des machines, c'est dangereux. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu donnes une puissance folle à un gars, c'est un jouet, quoi. Et il va croire justement que la Terre, même, il s'en fiche après s'il la détruit ou pas, il s'éclate. Mais même quand on sait ça et qu'on voit quelqu'un d'autre sur la machine, il peut y avoir l'attachement à ce... Ou alors le fait de tailler, comment dire, le fait de tailler, on va dire non, on ne peut pas tailler, ça va faire souffrir la plante. La relation à la souffrance, ce que je disais, c'est en fonction de notre attachement. Tu ne vas pas pleurer tes cellules grises qui meurent au quotidien. Par contre, tu vas pleurer ton petit chat qui est passé évidemment sous la voiture. Tu ne vas pas pleurer les gens qui ont des énormes problèmes et qui sont obligés de partir parce que leur troupeau crève à cause de la chaleur ou des inondations qui sont au bout du monde parce qu'ils sont loin et du coup on n'y fait pas attention. Par contre, ça va te marquer s'il y a une grêle chez le voisin qui explose le toit. Donc c'est toujours c'est très relatif. La souffrance est toujours très relative à l'attachement et au point de vue avec lequel on a. Tu pleures pas l'animal qui te donne le steak, mais tu vas pleurer ton animal de compagnie qui pourrait se blesser la patte. Oui, voilà. Et puis il y a plein de gens aussi qui disent oui, mais on peut pas couper un arbre. Bien sûr qu'il a une réaction de stress. C'est ça qui fait que ça pousse derrière, en fait. C'est cet inconfort-là qui fait que ça va pousser derrière. C'est une relation de stress. C'est un stress de toute façon. C'est une blessure quand on va tailler l'arbre ou quand la biche va venir tailler. Mais qui l'amène à être plus fort après.
qui l'amène à faire partie du grand système du vivant. C'est toujours la vie d'abord, biologiquement parlant, c'est la vie d'abord, l'espèce ensuite et l'individu après, et nous on fait exactement l'inverse. Donc il y a plein de gens qui m'ont dit oui mais les arbres ils souffrent, mais ils n'ont aucun problème à tondre la pelouse. Fondamentalement c'est aussi une plante, l'herbe. Et qui te dit que la graminée ne crie pas? Non, je rigole. Non, mais je suis très sensible à ça et ça m'a vraiment posé question aussi beaucoup. Est-ce qu'on dessert ou pas la plante? Et en fait, quand on voit le résultat et quand on voit qu'elle se sent mieux parce que ça explose de vie, parce que ça... La perturbation, pour donner une idée, alors là, on va rentrer dans un espace, ma mini Syntropic Forest. Alors, a posteriori, maintenant, je dirais, il faut avoir des chemins plus larges parce que franchement, là, c'est pas pratique. Je suis gros. Non, c'est pas que t'es gros. Hein, donc là, si j'avance et que je perturbe, c'est pas grave. Si je... Bah, tu peux rester dans les chemins, ça m'arrangerait. Ouais, bien sûr. Là, par exemple, j'ai pas fait la perturbation. Elle se fait pas n'importe quand, la perturbation. Elle se fait à certains moments de l'année, en fonction de certains aspects. On pourra y revenir. Mais sur cet espace-là de 45 mètres carrés, il y a 8 arbres fruitiers, 15 arbustes à baies comestibles comme le châlaive d'automne, l'aronia, ou ici celui que j'ai ici, là, le ragoumier, et 30 petits fruits. Et c'est que la production. Tout le reste, c'est de la biomasse. Et donc il y a énormément de biomasse. Donc ça par exemple, c'est pour la biomasse ligneuse, et je vais le tailler plus tard dans la saison. Alors pourquoi je taille plus tard dans la saison? Parce qu'au niveau du ligneux, donc tout ce qui est bois en fait, là il va me faire de la photosynthèse. N'oublions pas que c'est la seule valeur ajoutée, jusque très tard. Donc j'attends qu'il ait perdu ses feuilles, parce que je veux le maximum de sucre. Le monde entier est basé sur du sucre, c'est incroyable ça quand même, c'est pour ça qu'on aime le chocolat. Surtout moi. Et ma production elle est derrière, donc tant qu'elle ne va pas gêner ma production, ça va. En plus, elle a fait de l'ombre à mes cassissiers, à mes caséiers, qui sont beaucoup plus beaux que les caseilles qu'on avait vues là-bas et qui ont reçu du soleil pendant cet été. C'est un arbuste de sous-bois en plus, il me semble. C'est un arbuste de bord de clairière. Et donc on va parler de strates, mais pas les mêmes qu'en jardin forêt. Il y a 4 strates et c'est en fonction des besoins en lumière. Par exemple, la lavande, c'est une strate émergente, alors qu'elle est petite. Et par contre, tu peux avoir des arbres qui ont 10 mètres de haut et qui sont en strate moyenne et qui ont besoin d'ombre. Donc on va travailler là-dessus. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais Et alors, ce qui est extraordinaire, ce que je disais, c'est que quand on fait de la perturbation, l'information passe par les racines. Attention, il faut que ça pousse. Donc moi, pour ne plus avoir à désherber, pour être autonome en biomasse, pour ne pas avoir à apporter des brouettes et à apporter de la paille indéfiniment de l'extérieur, j'ai décidé d'être autonome sur chaque ligne en biomasse. Et ici, j'ai été autonome après la plantation en 3 mois après plantation, en biomasse. Sur cette ligne, sur cet espace-là, ça fait partie de mon cahier des charges de cette expérimentation-là, il n'y a aucun apport de biomasse extérieure. Aucun. J'ai le droit de rajouter un plan si je veux, mais pas autre chose. Alors tu vas avoir du mal à avancer parce que là, en effet, mes chemins sont trop courts. Et donc tu vois le ragouminier ici, par exemple, qui est un arbre qui pousse généralement lentement, un arbuste, pardon. Il a poussé, il est plus grand, il est magnifique. Il a poussé 2 fois plus vite à peu près que les mêmes en plein champ. Je le connais, je suis pépiniériste. Qui sont paillés et arrosés, hein, enfin arrosés relativement parce que je faisais pas beaucoup d'arrosage, mais c'est incroyable alors que je ne le taille pas lui. C'est ma production, je ne le taille pas, je lui fais à la rigueur une taille de forme, voilà. Et c'est la consoude, c'est la mélisse, c'est le boudleia, c'est les saules qui sont rajoutés au fur et à mesure des saisons par terre, qui vont donner cette information. Et c'est exponentiel, c'est incroyable, ça pousse à une vitesse folle en fait. Est-ce que toi tu parles en guilde quand même, plan de en campagne, consortium, mais c'est un peu pareil. Alors après, on va travailler beaucoup sur les besoins en lumière de chaque plante. Et après, pour ce qui est de quelle plante va avec quelle plante, c'est pas forcément réfléchi de la même manière. C'est d'où ma question, hein, parce que c'est vrai que... Alors, par exemple, on va dire, traditionnellement en potager, on va dire, les oignons n'aiment pas... Les oignons, c'était quoi déjà? Les oignons n'aiment pas les fèves ou un truc comme ça. Et les oignons n'aiment pas les fèves, pourquoi? C'est faux en fait, c'est pas qu'ils s'aiment pas, c'est qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Tout simplement parce que chaque plante appartient à un système. Or, un oignon, ça va appartenir à la fin du système de colonisation, c'est un milieu pauvre.
Si un oignon est dans un endroit trop riche, il va finir par pourrir ou attraper des maladies. Non mais là, ça me parle directement ce que tu viens de Voilà, me dire. c'est ça. Et la fève, elle fait partie d'un milieu d'abondance. Il faut que la terre soit riche, profonde, qu'elle ait de l'eau et tout ça. Si tu les mets ensemble, c'est pas qu'elles s'aiment pas, c'est qu'il y en a un qui n'est pas dans son système. Ou ton système est trop pauvre et du coup, la fève va pas être bien, ou son système est trop riche et du coup, c'est l'oignon qui va pas être bien. Donc un des problèmes principaux qu'on peut avoir dans un jardin syntropique qu'on peut pas exporter après, dans un potager, c'est qu'au bout d'un moment, tu pourras plus faire d'oignons. Sauf si on a Sauf si tu colonies chez le voisin, c'est tout. Ouais. Il y a des problèmes comme ça. Il y a d'autres problèmes, c'est que des fois tu as trop de biomasse et tu sais plus où les mettre. Problème de riche, ça. Ah, c'est un problème de riche total. Donc, mais là, ce que tu viens de dire, je Ouais. viens de comprendre. On D'accord. dit des guides, ouais, elles vont ensemble parce qu'elles sont dans le même élément de base. elles cohabitent dans un système donné. À un moment donné, elles vont apporter au sol ce qui est bon. Mais c'est plus compliqué que ça, c'est que dans la syntropie, on va planter dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'on va planter, moi j'aime bien dire on prépare un scénario, parce qu'on va planter quelque chose qui va se dérouler comme un film, et l'année de plantation, donc l'hiver et au printemps, ça dépend en fonction de ce qu'on... Le premier hiver et le premier printemps, on plante tout d'un coup. Ce qui va pousser dans les 2 mois, ce qui va donner dans les 6 mois, ce qui va donner dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans, 250 ans. Donc on évolue dans le temps et dans l'espace, et donc il faut faire attention à la lumière, il faut faire attention aux besoins, il faut faire attention à l'espace que va prendre tes arbres de production par exemple. Donc ça veut dire qu'au final on peut se dire, mon objectif final c'est de faire un verger. Qu'est-ce qu'il aurait fait papy dans ce moment-là? Il aurait planté soigneusement au milieu du terrain tout nu un pommier tous les 6 mètres, hein, ça c'est bien. Nous on va faire pareil, sauf qu'entre les pommiers il va y avoir un sacré nombre de choses et qu'on va créer tout de suite un système avec une énorme production de biomasse, qui va démarrer un saut du chat. Oui, le saut du chat. Je t'avais posé la question tout à l'heure, mais un saut du chat. Le saut du chat, justement, je vais couper Attends, je reviens juste là-dessus. Donc nous en fait on se dit à la fin, mon objectif c'est d'avoir un verger. Mais en fait, on va planter tellement de choses qu'au début, par exemple, on va pouvoir faire les arbres de verger vont être là. Hein. Mais dedans, on va aussi planter dans ce consortium de plantes, si on parle comme ça, on va aussi planter, par exemple, du potager. Pendant les 2 premières années, on va pouvoir avoir du potager. Ensuite, il y aura des petits fruits qui seront mis en production. Ensuite, on pourra lâcher les poules pondeuses dedans pendant un moment, par exemple. Ensuite, on pourra avoir les premiers arbres fruitiers qui ne sont pas les pommiers, mais qui vont donner beaucoup plus vite des pêchers, des pruniers, ce genre de choses. Ensuite, on va avoir les pommiers qui vont commencer à donner, les autres qui continuent à donner pendant un temps. Les cassis, ils ont 20 ans devant eux à peu près. Et ensuite, pendant tout ce temps-là, il y aura des arbres qui auront tranquillement poussé entre les pommiers et qui vont donner du bois d'œuvre dans 250 ans. Voilà. Quand les pommiers ils seront trop vieux, on sera là pour vérifier. Parfait. Mais ça veut dire ça évolue dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est hyper important de... Après, c'est un puzzle multidimensionnel. On est obligé de se raccrocher aux branches de partout. Mais c'est fascinant. C'est vraiment super intéressant. Comment on fait parce que vu qu'on doit se projeter donc sur plusieurs générations, comment on fait pour bien connaître les espaces à respecter? Parce qu'on peut très vite être trop proche ou trop écarté. Tu sais un arbre adulte à quoi il va ressembler. Et en plus de ça, tu vas te dire, par exemple, je veux je sais pas moi, si on pense à un bois d'œuvre, on va penser à un type d'arbre, on va savoir l'amplitude qu'il va prendre, mais on va aussi se demander comment on va le tailler. Est-ce qu'on le taille en CP, donc à ras qui reprennent, notamment pour le bois d'œuvre, on fait des expérimentations là-dessus aussi. Est-ce qu'on le taille en tétard? Est-ce qu'on ne le taille pas? Est-ce qu'on le taille juste pour avoir une taille de forme? Il y a toutes ces questions-là, ce qui fait qu'on va se demander quel espace il va prendre au final, comment on va jouer avec toute l'interaction. Il ne suffit pas de planter beaucoup, c'est pas juste planter des arbres et puis tailler derrière, il faut savoir on taille quoi, comment et jusque quand, à peu près, hein. C'est un scénario, donc c'est un plan. Et la carte n'est pas le paysage, hein, on va être obligé de s'adapter. Dis-moi, j'ai beaucoup entendu en permaculture un design. Est-ce que tu emploies ça aussi pour ça? Alors, moi, j'emploie le mot scénario parce que dedans, il y a le design de plantation, mais il y a aussi le tableau temps-espace.
On a un tableau qui permet de travailler sur à partir de quand ça produit, jusque quand, et donc dans le temps et dans l'espace, est-ce qu'on continue à avoir toutes les strates d'ombre. Je vais te donner un autre exemple sur la perturbation. Cet espace-là, il a 2 ans. Je suis à moitié contente parce que mes eucalyptus, ils n'ont pas eu le saut du chat, donc je reviens sur le saut du chat. La première année parce que j'avais loupé les bordures vivantes. Les bordures vivantes, c'est ce qui me permet d'avoir cet apport énorme de biomasse que je peux tailler très facilement. Je prends ça, je taille. Cet été, je te donnerai des photos pour faire le contraste. J'avais des consoudes qui arrivaient jusque là. On a taillé 2 ou 3 fois et là c'est la fin d'été, donc là j'y touche pas trop. Et je reviendrai quand la photosynthèse sera un peu terminée. Il y a des histoires d'effet climax sur les plantes, voilà, c'est un peu plus complexe que ça. J'explique dans le bouquin. C'est pas, il faut juste s'y poser et comprendre, mais c'est pas si compliqué que ça. Il faut combien d'années ou de mois pour que ça commence quand même un peu à avoir sens? Parce que ça me paraît extrêmement complexe, toutes les informations qu'il faut prendre en compte pour mener à bien. Eh ben, on est capable de faire des tonnes de choses, on est capable de faire des recherches sur internet, de rôler, de faire des tonnes de trucs qui moi me paraissent, je suis pas très informatique là-dessus. On est capable d'apprentissage de manière exponentielle et on ne sait plus rien en fait. Nos ancêtres, bien avant les Gaulois, ils étaient capables de reconnaître plus de 5000 plantes dans leur environnement et de savoir quoi en faire. Nous, on ne sait plus rien. On connaît les derniers potins de ceci, de cela et les effets politiques de ceci, de cela, mais on est dépendant d'un supermarché pour survivre. Donc la question se pose aussi c'est pas du tout prêt, c'est pas du tout cuit. Ça se fait par l'observation, par l'apprentissage. Et encore une fois, le seul intrant, c'est la connaissance. Après, je sais rien. Moi, c'est terrible. Il y a des jours, je me dis, mais c'est terrible, je ne sais plus, je ne sais rien en fait. Quand je vois le monde d'apprentissage qu'on peut avoir sur la connaissance du végétal, sur la connaissance des sols, sur l'hydrologie, je sens beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses, mais on peut faire des vies maintenant, vu tout ce qu'on sait, on peut faire des vies dans chaque. Et donc l'important, c'est d'observer, de comprendre les équilibres en fait. Ça va plus aller vers le sensible au bout d'un moment. Il faut comprendre des bases. Il faut de la photosynthèse, il faut de la perturbation. On fait la perturbation à certains moments, pas n'importe quand. Et on sait qu'on plante dans tel but, c'est dans tel objectif. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas compliqué en fait. C'est un puzzle multidimensionnel, mais c'est drôle. Ah, c'est drôle, mais tu dois le voir à ma tête. C'est vrai que moi, j'essaye de réfléchir au nombre d'informations qu'il faut. Ça me paraît insensé parce que à chaque fois qu'on fait une découverte d'une manière, l'agrologie, l'agroécologie, la permaculture, j'ai l'impression qu'il y a des similitudes, mais qu'après, des fois, ça part sur des branches totalement différentes, avec des savoirs qui sont démultipliés. Ah oui, c'est infernal. Hein. Ah oui, c'est infernal, voilà, tout simplement. Infernal. En un mot. C'est terrible. Comment on peut faire simple? C'est tester, se planter, apprendre des erreurs. Voilà, il faut se planter pour que ça pousse. Oui. Mais j'ai des retours de gens que j'ai formés et qui m'envoient des photos de leur jungle personnelle dès la première saison, c'est génial. Il y en a qui ont dit ça a tout loupé parce que j'ai pas pu faire ça, mais ils vont comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Mais c'est génial, je reçois des photos avec des gens qui sont dans leur forêt, dans leur jungle, tout de suite, quoi, dès la première saison, donc c'est magique. Ici par exemple, la première année, j'avais des tournesols jusque-là. Oui. Voilà. Et non, ça c'est un autre. Enfin, bref, je ne l'ai pas renseigné. On ne le voit pas sur la vidéo. C'était pas en vidéo. Il n'y a pas une vidéo où on le voit. Ça c'est le potager qui est à côté. D'accord. Voilà, ça c'était une autre expérimentation qu'on n'a pas montré spécifiquement. Mais là, il y avait aussi des tournesols et des courges qui poussaient. Et il y avait ces bébés-là, juste les bébés eucalyptus. Et l'année suivante, j'ai planté le reste. Mais enfin, on a planté le reste. Et donc la première année, il n'y a pas eu de saut du chat parce que je n'avais pas réussi mes bordures vivantes. Mes bordures vivantes, elles sont là dans mon support de perturbation. Et le saut du chat, c'est le fait qu'on a de la biomasse, on taille. Attention, il y a de la biomasse au sol, la lumière qui rentre. Attention, il faut que ça pousse. Voilà. Il y a une résistance, il y a plus de photosynthèse. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les plantes restantes, elles poussent encore plus vite. Du coup, elles font encore plus de photosynthèse. Du coup, on peut reperturber, etc., etc. Et donc l'année dernière, ça n'a pas marché. Et cette année, ça a fonctionné. Tout ce que tu vois en vert sur les eucalyptus, là, tout, par exemple, à partir d'ici, tout ça, c'est la pousse de l'année, là.
à partir de là où je suis, et sur à peu près la moitié des branches, plus les 2/3 des branches sur l'extérieur. J'arrive, excuse-moi. Ouais. C'est bon. Donc tout ce qui est vert sur cet eucalyptus là, à partir de là, là, tout ça, ça a poussé cette année. Donc il y a vraiment eu un saut du chat. Mais si tu regardes derrière... Sans arrosage supplémentaire. Sans arrosage, non. Si tu regardes derrière, on a exactement les mêmes eucalyptus plantés en même temps, dans les mêmes conditions, sauf que lui a eu le saut du chat. Pas le premier, parce que le premier a été transplanté, donc il a fait son saut du chat cette année. Et il est derrière là, je ne sais pas si tu peux me voir, celui qui est derrière là-haut. Ah, oui. Il est beaucoup plus haut. Pour te dire, je ne sais pas mesurer en fin de saison, mais au début de saison, celui-là faisait 3 mètres de haut, et ceux-là en moyenne faisaient 1,50 m. Ils ont été plantés en même temps. Et c'est pareil que les ragouminiers ou que les autres plantes là-bas, et ça pousse en moyenne 2 fois plus vite, 2 fois plus haut, et c'est très impressionnant. Ça doit être intéressant quand tu fais ça sur quelque chose qui t'apporte de la nourriture. Alors ça, c'est une production de cassis et de boutures, de chalef et de sureau. C'est l'objectif de cette parcelle. Ici, ça a été de potager un moment. Là, c'est surtout la production de boutures de goji, et c'est des expérimentations de tortues en zèbre. On y va voir les tortues, allez. Le fait de travailler en tortue, donc de créer un monde en soi avec principalement, ça sert surtout à créer un système d'eau. C'est-à-dire le but, c'est d'avoir le moins arrosé possible, parce que, comme qui dirait, on va avoir des problématiques de flotte. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, ah bon je sais pas. Dans quel monde vis-tu? Dans quel monde vis-tu? Je ne sais pas. Donc moi, je suis vraiment... voilà, ma problématique principale, c'est la flotte. Enfin, ma question principale, c'est la flotte. Et ici, j'ai eu la chance de ne pas avoir de facilité. C'est-à-dire que je n'ai pas pu ramener des tombereaux de biomasse pour démarrer un sol vivant, comme on peut l'entendre, parce que tout simplement le pont est trop petit, on ne peut pas passer un 33 tonnes, donc ça ne marcherait pas. Et du coup, j'ai dû faire avec le sol que j'avais, qui n'était pas extraordinaire, mais bon, voilà. Et je peux récupérer très très peu d'eau. J'ai 14 000 litres pour un demi-hectare, c'est absolument ridicule, surtout quand tu as de la production de pépinière à la base. Mais du coup, ma réserve d'eau, c'est le sol en fait. Parce que plus le sol est riche, plus il y a de la matière, plus il stocke l'eau, c'est une vraie éponge. Donc en fait, on va stocker l'eau, l'eau est une invitée extrêmement précieuse, on va essayer de déployer tous nos charmes pour pouvoir la garder. Donc la première chose à faire dans une tortue, ça va être de travailler sur des strates. Pourquoi? Alors là, il te reste juste un tout petit exemple de ce que fut la carapace de cet été, parce que, évidemment, étant en octobre, il ne reste plus grand-chose. Quand on a ces strates-là, quand le vent il arrive, en fait, il vient tourbillonner, se cogner, et du coup il redescend. C'est de la thermodynamique, il redescend, et il vient ramener du coup l'humidité vers le sol, tout simplement. Et tout ce qui transpire en dessous, quand ça évapotranspire vers le haut, et ça vient se cogner, alors là il ne reste plus grand chose, mais ça vient se cogner sur les feuilles qui sont au-dessus, ça se condense et ça retombe. Et quand on le voit, c'est vraiment très impressionnant, on le voit et on voit les gouttes qui viennent se condenser par-dessous et retomber. Une plante, un arbre, il va évapotranspirer 99% de ce qu'il boit. Donc c'est gigantesque. Donc évidemment, il y en a qui partent, hein, c'est évident. Mais le fait d'utiliser ces strates-là qui sont pas tous alignés, pas comme un arbre qui est tout seul tous les 6 mètres, là le vent il passe au-dessus, il embarque, il passe en dessous, il embarque, il ne reste plus rien, quoi. Donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect, le fait que plus on fait de biomasse, plus on crée de l'eau en fait, ce qui fait que c'est magique en fait. Plus on a d'abondance de verre, plus on fait de la flotte, parce qu'elle va garder l'humidité va rester au sol, le sol va être couvert en permanence et du coup le sol va devenir une sorte d'éponge en fait. Et la perturbation rentre complètement dans ce cycle-là. Donc on a un de ces moyens. C'est un peu plus loin, c'est un peu plus complexe que ça, mais pas tant que ça. Je détaille dans le bouquin un peu plus, beaucoup plus quand même sur tous ces aspects-là. Mais le but vraiment, c'est de recréer ces cycles secrets de l'eau qui fait qu'on va pouvoir accueillir chez nous ce genre de choses. Et c'est assez important parce que, comment dire, c'est pas le mot important qui va bien là-dessus.
Mais l'eau avec laquelle on vit aujourd'hui, celui qui est dans notre corps, celui qui nous permet de transpirer, de faire fonctionner nos muscles, de vivre tout simplement, c'est une eau qui vient du début du monde. Souvent on ne s'en rend pas compte en fait. On disait déjà que la photosynthèse, c'est la seule et unique valeur ajoutée au monde, donc il n'y a absolument rien qui nous entoure ou qui nous concerne qui est complètement indépendant de la photosynthèse. Mais il y a aussi le fait que l'eau qui nous traverse aujourd'hui, l'eau qui traverse les plantes, elle date du début de ce monde. C'est absolument incroyable. Elle est en vase clos. Elle est sur la planète. Clos. En vase clos. C'est surtout qu'elle a traversé, elle a vécu dans les dinosaures, elle a traversé toutes les tempêtes, stocké dans les glaciers pendant des millénaires, elle a créé les grottes goutte à goutte. On est dépositaire d'une histoire fantastique. Elle est passée à travers tous les animaux et les plantes du monde en fait, et tous nos ancêtres. Donc on est dépositaire de ça, et nous qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait caca dans l'eau potable en règle générale. Hein. On a parlé, c'est marrant. Pour faire le lien. Donc le sommet de la civilisation est complètement absurde, parce qu'on est constitué de verre et habité par l'eau. Tout être vivant que nous sommes, que ce soit la plante, de verre, la couleur, de verdure, oui. Et habité par l'eau. Et c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention à ça en dehors des extrêmes climatiques. Et plus un sol est riche, plus il va être capable à la fois de garder l'eau, et plus il va être capable aussi de temporiser s'il y a une très grosse chute d'eau, parce qu'on peut avoir les deux extrêmes en fait. Bon, ceci dit, s'il y a 2 mètres s'il y a un an de pluie qui tombe en 24 heures, il va quand même être rincé, hein. Surtout s'il y a 1 mètre d'eau, ça ne passera pas. Et s'il y a 50 degrés pendant 15 jours, ça crève aussi, hein. C'est évident. Mais dans notre radeau de la Méduse, on peut se dire qu'on essaie de faire quelque chose d'un peu plus confortable et voilà, d'essayer d'avoir le plus de résilience possible. On est déjà au-delà de l'état catastrophe, on va dire, et donc plus on a de résilience, mieux ce sera. Et pas que de la résilience sur un lieu même, parce que les lieux peuvent s'abîmer. Le climat est de plus en plus fou, donc ça peut arriver à tout le monde d'avoir un bon feu de forêt ou une bonne inondation, ou une bonne grêle générale, mais surtout d'augmenter les savoir-faire et les savoir-être avec le vivant, ce qui fait qu'une fois qu'on a ça dans les mains, une fois qu'on a compris les processus du vivant, tu parlais de connaissances tout à l'heure, c'est surtout une histoire de processus. Quand on a compris le processus, on peut y accrocher toutes les connaissances qu'on veut, ça va s'harponner, ça va se raccrocher. Il faut le schématiser dans sa tête, et une fois qu'on a compris, on peut... Pas que dans la tête, dans les tripes aussi. C'est pour ça qu'il faut comprendre par la tête, comprendre les processus, et ensuite il faut les expérimenter. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'autre que l'expérimentation qui compte derrière en fait, c'est le principal. Dis-moi, ça a été réalisé, je pense, par des scientifiques quand ils ont... Enfin, c'est un scientifique, Ernst. Ernst, oui, il a une multiformation, mais notamment scientifique, oui. Et il n'y a pas de... Enfin, si c'est si fantastique, si c'est si productif, il y a un moment, productif égale argent pour certaines personnes. Il n'y a pas des industriels qui se disent, bon bah attends, on va arrêter de tout labourer, on va faire ça. Ça n'intéresse pas des gens qui, malheureusement, mais d'un côté ça pourrait être heureusement, je pense que tu vois ma question, c'est si ça produit autant, qui dit biomasse dit aussi fruits, légumes, etc. Les grosses fondations américaines sont en train d'acheter des milliards d'hectares et notamment de faire des expérimentations aussi via la syntropie dans certains endroits. Parce que qui gouvernera l'alimentaire et la possible... enfin bref, on sait ce que c'est. Je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est pour l'eau se retrouve en bourse, c'est pas pour rien. Et le vivant aussi de toutes les manières possibles. Donc oui, bien sûr, ça intéresse. Il y a déjà des percées par les grosses fortunes, on va dire. Voilà. Ceci dit, pourquoi la question c'est souvent si ça marche bien, pourquoi on ne le fait pas, pourquoi tout le monde ne le fait pas. Oui, mais c'est comme le reste. Ça fait 50 ans qu'on a la réponse sur plein de choses, notamment avec les animaux et le holistic management d'Alan Savory, ce qu'on appelle le pâturage tout en dynamique en France, oui. Qui montre que grâce aux animaux et donc la perturbation animale, si on revient sur ces termes-là, on peut rattraper des terres qui sont passées quasiment au désert et en faire des prairies vivantes et extrêmement diverses.
Pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est là-dedans que ça bloque. C'est un problème de paradigme. Ce n'est pas un problème de résultat, c'est un problème de paradigme. Si on peut avoir 50 000 hectares de résultats, comme il l'a fait, ou 30 millions, non, entre 50 millions, je ne sais plus combien de... Enfin bref, c'est une quantité absolument hallucinante. D'hectares, il a réussi à rattraper de la désertification dans le monde, sur les 5 continents. Il y a toujours des administrateurs qui feront non, c'est nul. Ça. Ouais, c'est de la triche, c'est faux. Il est en train de, il ment. Il ment. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Bon, là, pour moi, c'est un espace peut mieux faire. Oui. Voilà. Là, je suis un peu, ouais, donc ça a que quelques mois puisque ça a été planté en février. Ouais. Mais bon, tu vas me dire, je me disais l'autre jour, je suis déçue du résultat. Puis j'ai regardé, puis je me suis dit bon. C'est déçu du résultat, mais il y en a qui vont rigoler quand je vais dire ça. Tu me fais penser à ceux qui ont 18 sur 20 à l'école et qui font « Ah, j'ai raté mon examen !» Bon, il y a aussi le fait que comme j'étais enceinte, qu'il y avait le bouquin en route, que je faisais des formations, je commençais à fatiguer. Et je précise, on est en octobre, tu l'as dit oui, tout à l'heure, mais je le octobre, précise parce que... Oui, il n'y a plus rien, là c'est fini. Il y avait des tournesols jusqu'en haut, il y avait des maïs, il y avait plein de choses, je passerai des photos. Là on vient de tailler la consoude ici. Là on passait à peine, là c'était ouvert. Notamment les pieds potagers, je les ai plantés trop tard et ils avaient souffert dans leur peau, ce qui fait qu'ils ont un développement qui est assez bof, quoi. Il n'y a pas grand chose. Donc je ne suis pas contente au niveau du résultat de la production parce que j'ai fait 15 trucs en même temps et qu'à un moment ça ne marche plus. Annelle, on a déjà dû te poser la question. Comment en quelques phrases tu parlerais de la syntropie à un enfant de 8 ans pour qu'il comprenne le sens? Et même, je pense, pour un adulte, c'est la meilleure manière. Peut-être que tu... Ouais, quelques phrases, ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est plus on plante, plus on fait de verre, plus on fait de verdure, plus la verdure, plus le verre, donc en photosynthèse, c'est compliqué pour un enfant, plus la photosynthèse, elle crée de la richesse, et cette richesse, on la retrouve dans l'eau, dans le sol, et du coup, plus c'est riche. Plus on donne, plus c'est riche. En fait, ce qui est extraordinaire, j'ai mis du temps à comprendre ça. Pour moi, la générosité, l'abondance du vivant, un pommier qui donne, qui croule, ça crée la générosité ensuite, en fait. Si c'est abondant, la générosité, vient ensuite le don. Mais en fait, j'ai compris a fortiori que c'est le don qui crée l'abondance. Et chaque étape du vivant le répète. Que ce soit le lichen, du moment qu'il y a une création de biomasse au départ, et que chaque être vivant, que ce soit une plante ou un animal, laisse au cours de sa vie et de sa mort plus d'abondance que quand il est arrivé, tous les animaux et toutes les plantes en dehors des humains et des animaux domestiques, je précise en règle générale, si tout le vivant fait ça, c'est le don qui crée l'abondance. Et c'est extraordinaire parce que c'est un cercle vertueux. Et on peut se caler là-dedans, en fait. On peut le faire. Est-ce que tu veux qu'on aille voir une autre zone ou tu veux qu'on se pose et qu'on développe un petit peu plus sur tes ratés, tes échecs on peut aller sur la zone qu'on n'a pas vue, le potager. Allez, vas-y, je te suis. Potager. Ouais. Mais si tu veux, on continue pendant qu'on avance. Donc, à un moment, tu as dit qu'il faut planter en même temps. Alors, t'en as rigolé parce que c'est une question du public, hein, je me permets. Oui. Quand tu dis on plante tout en même temps, c'est dans la même saison, dans la même décennie? Alors, tu as 2 heures et tu as intérêt à... Ouais, c'est pour ça, d'où cette question. Non. Déjà, tu plantes... la syntropie, c'est aussi la syntropie humaine. Hein. Tu ne plantes pas tout seul, en règle générale, si tu fais plus que 20 mètres carrés. Tu rameutes les amis, la famille. C'est-à-dire qu'il faudrait planter tout dans la même saison, dans le sens l'hiver, les ligneux, donc tout ce qui est en racines nues, et au printemps, tout ce qui va être mini-motte, tout ce qui va être bouture de consoude, ce genre de choses. Donc c'est dans la même globalité, quoi. La seule chose qu'on peut faire après coup, c'est par exemple si on a des lignes de potager, si on a une ligne avec de la bah tiens, je vais te montrer un exemple ici. Visuel, c'est mieux. Imagine que ces arbres-là, ce soient des futurs vergers. Et donc la première année, je mets du potager sur les bordures. Donc là, j'ai vraiment des lignes très petites, très concentrées. Ne faites pas ça chez vous, hein. C'est vraiment d'expérimentation.
c'est trop serré, entre guillemets, il faut vraiment que je perturbe énormément. Et du coup, je peux faire du potager les 2 premières années, ensuite ça prend trop de place. Et du coup, je vais implanter des bordures vivantes. Donc tout ce qui va me permettre de faire de la perturbation à fond sans avoir à y revenir. Ça, c'est la seule chose que je peux implanter après. Et de la bordure vivante, ça ne va pas être du ligneux. Je ne vais pas implanter du ligneux après coup. Je vais implanter de la consoude, de la mélisse, de la menthe, ce genre de choses. Voilà, c'est le seul distinguo qu'on peut faire, mais sinon il faut mieux tout planter en même temps. Enfin, en même temps, on a assez compris, hiver, printemps qui suit. Est-ce qu'on conseille d'analyser le sol avant de se lancer dans une guilde? Je sais que ce n'est pas le mot que tu employais tout à l'heure, mais est-ce que, je ne sais pas, il y a quand même des choses à prendre en compte? Bien sûr, tu vas pas, c'est pas une recette de cuisine, donc c'est pas un copier-coller, tiens, je prends ça et je fais ça chez moi. Il va d'abord falloir observer ce qu'il y a autour, commencer à connaître son terrain, les ombres portées, la permaculture a fait un travail extraordinaire là-dessus. J'allais te dire, là tu parles comme les permaculteurs. Ah voilà, c'est ça. Donc tout ce qui est utiliser la pente, avec tout ce qui est connaître son terrain, observer ce qui pousse spontanément, aller voir chez les voisins ce qui fonctionne ou pas. Voilà, si on a un sol comme le mien, c'est pas la peine d'implanter des myrtilles. Et si on a un sol avec du calcaire actif, c'est pas la peine de planter des groseilles par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on va savoir en allant voir dans le jardin des voisins si on vient de débarquer. Qu'est-ce qui pousse pas aussi. Je crois que je t'ai pas demandé, c'est quoi les températures les plus fraîches que vous puissiez avoir depuis que tu t'as planté? T'as combien en pluviométrie à peu près? Alors la pluviométrie, je peux plus répondre parce qu'on a eu des années tellement explosées. On a eu des années où il pleuvait énormément. La zone où on a vu là, qui poussait à fond, où je t'ai dit les chemins sont trop petits, voilà. Je réponds comme les politiciens à côté de la plaque. Je fais comme ouais, mais tu reprends bien après. Je l'ai arrosé, c'était l'année, je l'ai planté l'année où il a beaucoup plu, il y a 3 ans je crois. Et il a pas mal plu, je l'avais arrosé une fois. L'année suivante, il a fait une chaleur de dingue et fin septembre, on a redécouvert ce qu'était la rosée. Les ruisseaux étaient tous à sec, c'était catastrophique. Je l'ai arrosé une fois, c'est tout. C'est-à-dire que je l'ai arrosé une fois par an. Et cette année, je l'ai pas arrosé, tout simplement. Donc la pluviométrie, ça va tellement dépendre de l'année qu'il faut mieux regarder les extrêmes. Je n'ai pas les chiffres en... Non mais vaut mieux ça, plutôt que tu me sortes un... Et 63, allez. 63 quoi? C'est 1% de matière organique dans le sol par mètre carré, c'est 20 litres supplémentaires qui peuvent être gardés par mètre carré dans le sol. Donc tout va vraiment se jouer à l'intérieur, quoi. Et on a une transformation du sol qui est juste extraordinaire. Et la première fois que j'ai vraiment réussi mon premier saut du chat, c'était sur le potager, il y a 2 ou 3 ans, on a fait une petite vidéo dessus, on me voit dans des tournesols géants. Et donc c'est ici, alors ça s'est transformé en zone, j'ai pas pu m'en occuper cette année, mais ça s'est transformé en zone de potager toujours, mais aussi de production de boutures et de production de boutures pour des plants en fait. Et oui, on précise, alors je préfère le dire parce qu'après ça va t'éviter beaucoup de messages. Tu as mis sur ton site, et c'est pour ça que je préfère le dire parce qu'il y en a qui vont le voir, que tu fais une bouturière ou une zone de bouture. C'est-à-dire oui, je vais vendre des boutures pour les gens que j'ai formés en Saint-Tropez. Uniquement. Parce que j'en ai pas tant que ça et du coup je veux aussi que ce soit vraiment pour que la Saint-Tropez puisse prendre son envol. C'est pour ça que je préfère que tu le précises en vidéo, voilà. Parce que je vois bien les personnes te contacter pour ça. Non. C'est spécialement pour priorité aux élèves. Voilà, c'est ça. Question aussi, par exemple, des personnes ont de la chance d'avoir un peu de paillage, ça aiderait, puisque tu as quand même l'air de dire que de mettre de la matière, plus il y a de matière. Au début, oui. À la mise en place, on prépare, vraiment, le plus gros travail, c'est la mise en place. Déjà, il faut scénariser, il faut créer un scénario qui va nous permettre de tout planter d'un coup pour selon l'objectif, l'année à venir, si c'est un potager, ou les 20 ans à venir, ou les 250 ans à venir. Ça va vraiment dépendre des objectifs de production. Et donc il faut créer le scénario et c'est ça qui fait travailler la tête un petit peu. C'est super drôle. Une fois qu'on a compris, on s'amuse vraiment et c'est le genre de choses qu'on fait près du poêle l'hiver et près des moustiques tigres l'été parce que c'est vachement bien. Là tu me dis ça, je me fais dévorer. Tout à fait.
Et ensuite, c'est la préparation du sol qui va être vraiment primordiale. On va essayer de se rapprocher au maximum d'un sol de forêt, c'est-à-dire profond, humide, donc profond, donc travailler un peu. Une fois, on travaille une fois, mais on travaille bien. À combien? Pas à 60 quand même, si. Non, non, oh là, non, c'est la grelinette ou le motoculteur une fois. Ceci dit, si on a une dalle de labour, il va falloir faire un travail différent. Bon, ça c'est encore autre chose, mais ou casser la dalle au moment où on mettra le pommier ou ce genre de choses. Voilà, donc oui, on peut faire un apport de biomasse au départ, il n'y a aucun problème. L'idéal, quand on a réussi son coup, c'est qu'il y a assez de biomasse sur place pour pouvoir nourrir. Quand on fait uniquement un potager sans avoir de ligneux et de plantes, on va dire, pérennes, là, il y a quand même besoin des fois d'un petit apport de biomasse supplémentaire. Ceci dit, même sur un potager pur au départ, j'étais coincée à un certain moment, je ne savais plus où mettre ma biomasse. Ah ouais? Donc j'avais été dans les chemins. Problème de riche encore. Ouais, c'est ça. Ah ça, j'ai trop de biomasse. Oh, je paye l'ISF en biomasse, ça va pas du tout. Dis-moi, on en parlera sûrement après, mais tu dois quand même avoir quelques plantes qui doivent être exceptionnelles. Moi, on me parle du miscanthus, j'en vois pas là. T'as déjà testé ou pas? Parce qu'il paraît que tu le fauches et du rhizome, ça repart. Oui, alors le miscanthus, je crois que ça met 2-3 ans avant de s'implanter bien comme il faut. C'est dans des terrains très secs, donc je pense que dans le sud de la France, ça va être très intéressant aussi. La différence, c'est que ça va être un bloc, une strate, un peu comme les topinambours. Donc là, il y a déjà les 2/3 qu'on a coupés de topinambours à peu près. Ce qui commençait à tomber sur les côtés, ils sont très lourds. Okay. Mais je voulais les garder là pour voir un peu le volume pour te montrer un peu le volume que ça fait. Et là, par exemple, on vient de faucher par terre et on a reposé au sol la biomasse qui vient d'ici. Donc ça fait déjà une petite couverture. Et encore, c'était pas une biomasse réussie cette année. Donc on se retrouve avec la problématique inverse où je ne veux pas de butte, parce que ce qui est riche dans les buttes, c'est les chemins, puisque ça coule vers les chemins en règle générale. Et je me retrouve avec trop de biomasse et du coup ça recrée des buttes. Voilà, franchement, il y a des questions, des fois c'est compliqué. Donc oui, il y aura toujours un petit apport quand on sera en maraîchage, en potager, s'il y a des ratés notamment sur ce que j'appelle la biomasse en 3 dimensions, les tournesols et les maïs. C'est pour ça, parce que c'est difficile de toujours réussir. Toujours réussir, ça va être compliqué, parce qu'il y aura des limaces, parce qu'il y aura une mauvaise levée, ou les oiseaux qui ont compris, ou un oiseau qui a compris comment ça fonctionnait. Du coup, c'est pour ça que je compte de plus en plus sur le périn. Il faut réussir l'annuel pour démarrer le saut du chat, pour donner le gros pitch. Donc maïs, tournesol, c'est génial. Et pas n'importe quel tournesol, des multifleurs, c'est mieux. Multifleurs? Oui, ceux qui sont à fleurs multiples. Parce que si tu prends un gros truc comme ça, un peu comme là, j'ai essayé, là, c'est trop lourd, quoi. Il y en a la moitié qui tombent par terre tellement ils sont lourds. Et tu sais, moi, quand je vois ça, j'ai jamais réussi à avoir de tournesol trop haut, parce que nous, on a beaucoup de vent. On a le vent d'autant, et ça se couche au bout d'un moment. Parce que ça a beau être solide, quand tu te prends du 90-100, ça les couche. Donc moi, quand je vois de la hauteur comme ça, je me dis, là où ça souffle par chez... nous, c'est un séchoir, il fait chaud. Il faut te planter des plantes pérennes. Des plantes pérennes. Du genêt, des trucs comme ça, quoi. Ouais, du genêt, c'est mais j'en ai partout, c'est pour ça que je te dis ça. Mais justement, si le genêt pousse sur ton terrain, c'est que le sol exprime ce dont il a besoin et donc il apporte quelque chose qu'aucune autre plante présente autour ne peut apporter. Donc mieux vaut travailler avec. Alors peut-être pas l'inviter au jardin, forcément, mais tu peux l'utiliser quand même d'une manière ou d'une autre. Donc ici la version potagère est un peu... Ça c'est ce qu'on va... Le tortue zèbre, pas totalement terminé, mais on voit par exemple ça c'est annuel. Là c'est périn, annuel, périn. Et les bordures ici qui ont donné de l'annuel jusqu'ici, là c'est terminé et je vais juste mettre un couvre-sol qui donne de la biomasse ou replanter de la rhubarbe, j'en sais rien. J'ai tellement de pieds de rhubarbe que je ne sais plus quoi en faire. Et donc ça en fait c'est de la baie de goji. On a coupé, pour donner une idée, sur la saison, si j'avais été plus présente, j'aurais coupé les 2/3. Là j'ai coupé environ 1/3. Taillé déjà 1/3 de la biomasse alors qu'au printemps, c'était taillé à 10 cm au-dessus du sol. Tu tailles tous les combien à peu près? C'est quoi pour avoir une idée Ça ou en règle générale? C'est quoi tes règles Alors, la règle, c'est la perturbation va avec l'eau. C'est-à-dire qu'on va essayer de tailler
juste avant l'orage. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est bien l'idéal. J'aime bien. Oui, parce que si je prends une autre chose que tu as dit emmagasiner un maximum de verre, donc de photosynthèse, Oui. pour nourrir le sol. Mais là, tu me rajoutes encore un paramètre avant l'orage alors. Non, il faut de l'eau. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait avant la pluie. L'idéal, c'est des fois juste après la pluie, pendant la pluie, et quand on ne peut plus et qu'il faut absolument, c'est un coup d'arrosage, juste après. Pourquoi? Parce que tout simplement, la taille, c'est un stress pour la plante. Mais si on te donne, on te crée un stress, et qu'en plus tu es en stress hydrique, tu as soif, ça fait trop, et du coup la réponse, elle est beaucoup plus lente. Et comme toute l'information, attention, il faut que ça pousse, et elle passe par le sang de la plante. Non, je rigole, c'est une blague. Elle a besoin d'eau, tout simplement. Et donc on ne veut pas la stresser doublement, on veut que ça reparte justement. Et comme le fait de couper, ça réapporte de l'eau au système, ça restocke. En fait, il y a une création, juste par l'interaction de la photosynthèse qui se crée, qui respire et qui se décompose, il y a énormément d'eau qui rentre dans le système. Donc il faut que nos systèmes soient complexes, qu'il y ait des strates, qui respectent les besoins en nombre de chaque plante et que ce soit perturbé régulièrement, puisqu'on va remplacer la masse animale qu'on a. Bon, on va éviter de lâcher un rhinocéros dans un potager. Nous, on va choisir ce qu'on taille, hein, c'est plus simple. Un buffle, t'avais dit. Le mec qui a Oui, compris. oui, non, oui, c'est un bison. Pardon. Alors, il faut trouver le bison déjà. Non, mais ça commence à rentrer. Puis je présume le fait de mettre de l'eau sur quelque chose au sol, ça active la décomposition peut-être ou Alors, ça aide oui, alors généralement. Moi, par exemple, ici, là, on a taillé, on n'a pas arrosé parce qu'on savait qu'il allait pleuvoir 2 jours après ou ce genre de choses. On fait en fonction. Donc la plus grosse part de la perturbation se fait pendant la période végétative, c'est-à-dire la période où c'est tout vert et où ça booste. Donc entre le printemps et on va dire mi-juin, fin juin, dans les années où il pleut comme on avait l'habitude, tu sais, avant. On parle comme des vieux là. On parle comme des vieux. En fait, il y a une taille qui se fait avant le démarrage des bourrages des bourgeons. On va tailler tous les ligneux qui sont, par exemple ça, je le taille une fois que j'aurai récupéré les boutures et tout ça. Ça va continuer à faire un peu de verdure pendant l'hiver. Et je sais qu'avant le débourrage, avant que donc toute l'énergie de la plante soit relancée vers le haut et vers l'éclosion, je ne vais pas lui demander de démarrer, d'utiliser ses réserves, de la couper pour réutiliser ses réserves. C'est contre-productif. Ça doit la fatiguer. Ah, mais ça la fatigue énormément. Du coup, je taille avant, comme ça, au moment où elle débourre, elle va réutiliser toutes les réserves. Et là, ça explose, puisque, je te dis, il y avait ça au début de l'année par terre. C'est tout à plat, enfin, relativement à plat. Il y a quand même... Ça, c'est de la goji. Ouais. Les goji étaient à plat, pas le reste. Et ça démarre sévère derrière. Et on a taillé donc cette année 1/3 de la plante, au lieu de 2/3 à peu près. Mais moi, je suis sur les fesses. Ah non, t'es debout. J'en étais celle-là, pour punaise. Moi, je fais ça chez moi, ça pousse pas autant, même si j'arrose un peu. Il pleut beaucoup en Dordogne. Alors, beaucoup, c'est relatif. Quand on a eu l'année de sécheresse, ça fonctionnait tout aussi bien dans les systèmes déjà implantés. Et dans ceux qu'on a démarrés, j'ai eu un problème de démarrage de bordure vivante parce que j'avais pas semé, j'avais fait des tests. J'ai testé pour vous que ça n'avait pas marché. De bouturage de racines de mélisse pendant l'hiver et ça n'a pas suffi en fait. Elles n'ont pas réussi à démarrer correctement. Mais du coup, oui, en fait, c'est pas juste si ça pousse parce que j'ai de l'eau ou pas, c'est vraiment l'idée du système. Et plus on a de chaleur, plus on se dit bon, il y a très peu d'eau, il faut que je mette un arbre, je lui mets tout ce qu'il faut au pied. Les 3 premières années sont très importantes, c'est vraiment le démarrage. Et ben c'est justement là où il faut rétro-pédaler dans sa tête. Plus tu as du vert, plus tu as de richesse. Et cette richesse, elle vient parce qu'il y a perturbation. Donc, il faut planter beaucoup au départ, perturber beaucoup et rassembler. C'est pour ça que je parle de tortues et de blocs. Au lieu de planter un arbre là, un arbre là, un arbre là, qui va être tout seul à évapotranspirer dans son coin. Tout rassembler. Et si tu as peu d'eau au départ, parce qu'il va falloir un petit peu au démarrage, tu rassembles encore plus. Tu ne vas pas t'étaler. Tu fais petit pour voir grand.
Tu fais ta première tortue, puis après tu fais ta tortue d'à côté, puis après tu fais un élevage de tortues, quoi. Non, ça fait partie. L'implantation de la syntropie, elle est dépendante de 3 choses pour moi. À la fois des zones de recherche qui vont se faire et qui sont déjà en train de se faire dans plusieurs zones donc dans le sud, en Belgique, en Bretagne, en Alsace, enfin un peu partout, quoi, avec des conditions pédoclimatiques qui sont différentes, donc de sol et de climat. Et donc il faut des espaces de recherche, des formations qui se basent sur ces recherches, donc qui n'aillent vraiment pas que dans le... C'est très important de ne pas glisser, et ça c'est le risque que ça risque de faire, de ne pas glisser dans la recette toute faite, parce que c'est là qu'on va se tromper. S'il n'y a pas le changement de paradigme, ça ne marchera pas. On ne va pas comprendre pourquoi et quand on taille. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une énorme plantation de matière végétale au départ, donc il nous faut un matériel végétal facilement disponible et qui ne coûte pas la peau de la caméra. Hein. Donc c'est bouturage à fond. Alors, bouturage pour un certain nombre de choses, les semis-directs, les mini-mottes, voilà. Donc c'est pour ça que je travaille déjà avec des gens qui commencent à implanter des bouturières au niveau régional. Donc c'est pas la peine de demander où ni quand, parce que c'est en projet, ça va venir, vous serez au courant de toute façon dans les années à venir, parce qu'il faut que ça pousse quand même. Et ça permettra d'avoir énormément de diversité, sachant que le semi-direct est toujours le plus apprécié parce qu'il y a une plus grande variété génétique. Ceci dit, par exemple, dans les cassis, les groseilles et tout ça, si on ressème, on retombe vers des caractéristiques sauvages. Donc il faut mieux, si on veut garder la variété, faire de la bouture pour le coup. On parlait juste avant des boutures, des semis. Oui. On peut déjà commencer à se servir, je présume, dans la nature de certaines choses pour les personnes qui voudraient peut-être se lancer sans... Oui, ce qui pousse autour de chez nous, c'est très intéressant, notamment pour tous les plants qui sont là aussi pour la biomasse. Ici, par exemple, les noisetiers poussent bien, donc on peut très bien semer. Après, si on veut des noisettes de grosse production, ça peut être intéressant d'avoir quelques variétés. Mais on peut semer tout de suite des noisettes de grosse production aussi, tout simplement. Après, ça se multiplie par le vent, donc on ne va pas forcément retomber exactement sur la même variété. Avec les chatons. Et tu vois, on a remarqué quelque chose, là, le temps d'être ici. On se fait dévorer par les moustiques, ça veut quand même dire peut-être que le stockage de l'humidité se fait bien. Peut-être, mais on se fait aussi dévorer par les moustiques dans le village à 10 km et l'autre à 15, et c'est plutôt un peu dans le coin. Parce que je trouve ça dingue. C'est la première fois. C'est le cas de le dire. Ouais, la dingue, ouais, c'est capunaise. Ouais, tu percutes, ça me fait bien sourire. Est-ce que tu veux développer un petit peu ton livre, nous expliquer ce qu'on va, bon bien sûr la syntropie, mais ce qu'on va y retrouver, et est-ce que vraiment, c'est quoi? C'est le guide pour pouvoir être ouvert et comprendre la syntropie enfin? C'est un guide un pas à pas? Comment tu le... Alors, c'est un livre, c'est un format A4, 160 pages, donc c'est quand même, voilà, c'est pas un petit livret. Ça va développer les principes fondamentaux du vivant et l'application sur le terrain en milieu tempéré. Je vais pas travailler sur des milieux que je connais pas, mais en milieu tempéré. Et c'est surtout les retours d'expérimentation des 5 premières années que j'ai faites ici, tout azimut. Je devais faire une dizaine d'expérimentations par an à peu près, et des sous-expérimentations et des à fond. Et j'ai beaucoup travaillé sur les clés pédagogiques que j'ai développées pendant mes formations pour que ce soit accessible au maximum. Donc c'est beaucoup plus fluide que là quand on parle. Ça a été vraiment travaillé toute la structure du livre pour que ça rentre pas à pas. Parce que le changement de paradigme, le retournement de chaussettes, il n'est pas simple. Donc ça permet d'aborder ça, de réfléchir tranquillement. J'ai des très bons retours, donc c'est chouette. Et l'idée, c'est que ce soit accessible à des gens qui sont habitués à penser en système, un peu les systémiques, et les personnes qui sont plus linéaires, parce que j'ai ces deux types de personnes en formation aussi, évidemment. Et donc, il va y avoir à la fois des aspects beaucoup plus philosophiques
et à la fois des aspects très techniques avec des distances de plantation, avec des schémas, avec des propositions d'expérimentation, ce genre de choses. On va parler du potager, mais aussi de plein de possibles. Alors évidemment, pour quelqu'un qui veut être plus autonome en potager, qui veut développer des expérimentations en syntropie au niveau de la production de légumes pour une famille ou de la production d'un petit jardin forêt familial, ça suffirait. Par contre, pour ceux qui veulent vraiment aller bien plus profondément et pour pouvoir comprendre, il faut se former ou avec moi ou avec certains de mes collègues. On doit être 5 ou 6 en France à peu près. Là, on parle en hectares, quelqu'un qui voudrait... Oui, ou qui veut vraiment comprendre les principes parce qu'il a, il a 2 hectares, il a 3000 m², il veut vraiment en faire quelque chose jusqu'au bout des ongles. Voilà. Ou alors, plus le climat est difficile, plus c'est important de comprendre vraiment les processus. C'est une agriculture de processus en fait. On va vraiment comprendre des processus. Et dans les formations, moi je vais beaucoup travailler avec des exercices et des jeux qui permettent d'intégrer ça et de comprendre, parce que créer un scénario qui évolue dans le temps et dans l'espace, c'est mignon à dire comme ça, mais il faut se le faire. Hein. Ça paraît simple, ouais. Voilà. Et justement, alors j'espère il verra peut-être pas cette vidéo, mais Ernst Gonch, j'ai du mal à le dire. Quand il est parti au Brésil là, sur des années, il savait déjà, parce que c'était le début, il faisait des études en même temps de ce qu'il faisait, il savait vers où il allait ou il s'est adapté par rapport à la réponse de la nature? Comment il a initié ça? Alors, je ne suis pas à la place de Ernst, donc je ne peux pas te répondre, il vient juste de... Alors, il y a des élèves à lui qui viennent juste d'écrire un livre sur les principes fondamentaux philosophiques que Ernst développe en portugais et qui est en voie de traduction, on attend avec impatience, en français, il me semble par Terre Vivante, via Terre Vivante. Et donc voilà. S'ils m'entendent, tu seras, Agathe, je te salue. tu seras amené à suivre ça, je pense. Donc avec notamment un de mes collègues, Grégoire Sévran, qui fait un travail extraordinaire au Mawajid dans le Tarn. Faire quand même, jouer en Dordogne pour que tu me parles. Tout à l'heure, tu m'as dit. Voilà, tu fais demi-tour, c'est par là-bas. Ouais, non, mais... on a des approches complémentaires, je pense, là-dessus. Il travaille beaucoup avec des gens qui font des exploitations agricoles plus grandes, ce genre de choses. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec les particuliers parce que c'est important pour moi que chacun se réapproprie les savoir-être, les savoir-faire qui font qu'on retrouve une résilience en fait. Tu parlais tout à l'heure des élèves, tu en as reçu plusieurs centaines? J'ai fait 2 ans de formation, j'ai formé 200 personnes à peu près. Et le profil, c'était justement des personnes qui avaient beaucoup de terrain ou c'était... Ah, il y a de tout. J'ai eu dans la même formation, j'ai eu des gens qui avaient 35 ans d'agroécologie dans les pattes avec quelqu'un, c'était l'extrême, hein, qui avait un romarin sur son balcon et des projets derrière, donc aucune connaissance. Et tout le monde est sorti content parce qu'on travaille vraiment sur des principes et des processus. Et une fois qu'on a compris ça, on peut l'appliquer où on veut en fait. C'est ça qui est passionnant. Quand on a compris comment créer la formule magique, on n'a plus qu'à l'adapter chez soi. Il n'y a plus qu'à. Est-ce que tu veux laisser un petit message? On a de la liberté encore sur les réseaux de pouvoir adresser des messages sans passer par un directeur de publication. C'est moi au passage, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu veux passer un message sur, je sais pas, des évolutions peut-être que tu verrais dans ces systèmes et dans la syntropie ou même à titre perso? Dans la syntropie, on est en train de passer, moi je suis en train de passer avec des gens que j'ai formés et avec qui je travaille dans l'approfondissement de ces formations-là, sur des espaces d'expérimentation plus grands, plus larges, en bois d'œuvre, en poules pondeuses, en jardin de ville, ils ont une super dynamique, on est en train de monter ça tranquillement. L'idée c'est d'avoir des retours, de pouvoir faire des cahiers techniques de plus en plus efficaces, sous différents climats évidemment. C'est sans fin, en fait on s'amuse, mais c'est vraiment une histoire de... C'est un vrai gosse. Je suis un vrai gosse en fait. Je m'amuse. Déjà, j'ai des bottes rouges comme un gamin de 10 ans. Ça fait plusieurs fois que tu parles des bottes rouges. Ça devait être un rêve d'enfant. Ah là là, oui. Je les ai jamais eues mes bottes rouges. Ça y est, je les ai eues. Non, mais le rouge, ça permet de
de glorifier le vert, parce que tout est vert, donc comme c'est la couleur complémentaire... C'est pour ça que tu te mets en rouge aussi sur le sweat. C'est pour pas me perdre dans la jungle. C'est énorme. Je me vois moi-même, comme ça, je me retrouve. Et tu voulais, excuse-moi, développer encore un peu plus sur... tous les oui, deux, du coup, on fait des expérimentations et c'est vraiment inviter Expérimenter, pour moi, ça veut dire être capable de s'émerveiller. C'est pas savoir, c'est apprendre. Et plus on en sait, moins on en sait. Moins on en sait, plus il y a d'espace. Plus il y a d'espace, plus on s'amuse. Même si des fois, ça fout un peu les chocottes parce qu'on ne sait plus, on n'a pas de chemin déclaré. Mais je me suis jamais autant amusée qu'avec la Saint-Tropez. C'est le Père Noël, c'est Harry Potter, c'est tout en même temps. C'est super intéressant. Puis il fait combien ton terrain? Je t'ai même pas demandé. J'ai dit au départ, je crois, ce qui est enclos, c'est 1,5 hectare. 1,5 hectare, ok. Voilà, on n'a pas vu plusieurs aspects là-bas, mais j'ai pas planté sur la totalité. Je suis toute seule aussi, hein, donc... Ils t'aident pas les stagiaires quand ils viennent quand même? Les stagiaires en formation, bah, si on arrive à faire 2 heures sur le terrain, c'est le maximum, tellement on a de choses à voir. Donc non, je sais pas, je fais très peu de plantations. Je vais en faire plus dans les formations, pas des plantations, mais plus du terrain, que ce soit de l'observation ou selon les périodes, on fait des travaux de perturbation, ce genre de choses. Mais c'est assez peu. On fait beaucoup de pratiques de théorie et de compréhension des principes. Et tu me disais que bon, toi tu étais sur un format de formation de 5 jours. C'est quoi? C'est dès le premier jour, les gens ils ont le tilt, ou des fois c'est le dernier jour ou Ah bah, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des gens de plein de milieux différents, avec plein de backgrounds différents, avec des connaissances différentes et des objectifs différents qui arrivent. À la fin de la journée, la mayonnaise doit être faite et j'ai une équipe, quoi. Et ça peut être très marquant. C'est très marquant. Il y a toujours des gens qui sont extrêmement touchés parce que c'est pas juste une histoire de production agricole. Hein, c'est loin d'être ça. Ça peut aller très loin même dans la philosophie, dans notre relation au vivant. Tu remarqueras que j'ai jamais dit le mot nature et que dès que tu dis nature, je réponds en disant vivant derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a de la nature morte. Non, c'est pas ça. C'est le vocabulaire qu'on utilise, c'est aussi ça qui va nous bloquer dans la résolution des problématiques Parce qu'on ne sait pas bien exprimer le problème, donc comment veux-tu le régler? On utilise les mêmes bases qui nous ont permis de créer la problématique. C'est-à-dire que la nature, par exemple, ça c'est mon côté d'anthropologie qui ressort, mais merci d'être là, c'est quelque chose qui est opposé à la culture. La culture, ça va être ce qui est humain, ce que nous avons fait, ça va être notre construction. Et du coup, on va s'opposer à la nature. Et du coup, on aime la nature, on protège la nature, on va faire un tour dans la nature, on a besoin d'un peu de nature, ce genre de choses. Mais en fait, du coup, on en fait quelque chose d'extérieur. Et comme on en fait quelque chose d'extérieur, on peut la servir, on peut en faire de la ressource, on parle d'un environnement, un truc qui nous environne, on peut changer d'environnement, ce genre de choses. Tandis que le mot vivant, on est compris dedans, on ne peut pas s'extraire. Et c'est pour ça que je ne dis pas la vie, parce que la vie c'est opposé à la mort, encore une fois. Or, les cycles de vie et de mort sont intimement liés au vivant, tout simplement, et à l'abondance. On parlait en filigrane de la souffrance, mais on peut vraiment aller plus profond, je le développe ça un peu dans le bouquin. Tu sais qu'il te reste autant de temps que tu veux, si tu veux développer un peu. Parce que tu vois, mine de rien, ça fait du bien un peu de philosophie, parce que c'est un peu de la philosophie, un peu beaucoup. Anthropolo, philo, historico, tout ce que tu veux. Je trouve que ça monte beaucoup sur les réseaux, donc... Et puis ça permet aussi de savoir qui t'aide. Le vocabulaire pour moi c'est très important. Quand on va parler d'une ressource, par exemple si tu vas dire, j'entends il faut préserver et protéger les ressources de notre environnement et de la nature, j'entends 3-4 gros mots dans la phrase, c'est horrible en fait. Parce que protéger, ça veut dire que c'est nous qui sommes au-dessus. La ressource c'est quelque chose qu'un individu ou un groupe se permet d'utiliser à ses propres fins, en se coupant de l'interaction qu'il a avec. De l'interdépendance qu'il a avec, pas de l'interaction. Et donc ça va être au fil de l'histoire des diamants, de l'eau pure, des esclaves ou des femmes un peu moins humains pour l'occasion, hein, c'est toujours plus simple. Donc on va prendre les ressources et du coup on va détruire des milieux. Et du coup, comme on est en relation profonde avec ces milieux-là parce qu'on en dépend pour vivre, on ne s'en rend pas compte sur le coup, parce qu'une fois qu'on a fini d'épuiser un coin, il suffit d'aller voir le suivant. Hein, oui, puis il se régénérera tout seul. La nature. Hein. La nature, elle se régénère toute seule.
Et du coup, c'est un mot qui paraît raisonnable et en fait, qui ne l'est pas du tout. Ça sous-entend qu'on a la main mise et qu'on a des droits dessus. Et donc le mot environnement, c'est pareil, ça nous environne, c'est un peu une carte postale, quoi. On ne ressent pas l'interdépendance profonde qu'on a avec ça, et notamment avec les systèmes d'abondance avec lesquels on est terriblement dépendant pour le coup, et qu'on détruit nous-mêmes. On se coupe l'herbe sous le pied, mais pas de la bonne manière. Si on coupait l'herbe correctement, ça irait au moins. Et le mot nature, voilà, je peux plus l'utiliser, c'est pas possible. Tu sais que je vais réécouter après cette interview et je vais voir le nombre d'insultes que j'ai dû te faire dans mes questions. Puisque j'ai dû dire nature 50 fois. Mais c'est pas grave, j'arrive, c'est pas insulté. Ah, mais maintenant je comprends mieux comme tu le vois. On est ancré. Voilà, les mots sont fondamentaux et on se rend compte qu'en fait ils véhiculent énormément de façons de penser, de voir, qui nous collent au corps culturellement et culturellement. Et c'est très difficile de s'en dépêtrer parce que ça fait partie de notre construction, nos schémas de pensée. Et si on veut retrouver une place bénéfique dans le sens du vivant, il va falloir se sortir de ça. On a aujourd'hui j'adore ce genre de trucs, des formations de protection de l'environnement et protection de la nature. Et dans ces cours-là, je le tiens d'un prof qui a fait ça pendant des années, ils apprennent notamment, par exemple, il y a eu des prairies qui ont été surpâturées par des moutons à certains endroits. Et du coup, on est passé de systèmes d'abondance à des systèmes très pauvres, beaucoup plus pauvres. Et dedans, a éclos certains types de fleurs, des orchidées protégées. Et du coup, comme le vivant a tendance, bêtement, à revenir vers l'abondance, si on lui laisse tranquille, ces élèves-là apprennent à garder artificiellement, parce qu'il n'y a plus les moutons, à garder artificiellement les prairies pauvres pour garder les orchidées. Parce que c'est protégé. Parce qu'on protège, en fait. Et du coup, on va loin quand même, on est très fort. Et donc, ça peut se démontrer, évidemment, mais l'intérêt, c'est quand même d'aller avec l'abondance, ce serait quand même plus simple. Enfin, je trouve que c'est plus cool, quoi. Surtout s'il suffit de sortir le couteau ou la machette. Et ce qui est génial aussi, c'est dans le geste de la perturbation. Il y a la notion de la plante a un stress. Mais si on le fait en comprenant profondément que on rentre dans le cycle du vivant et donc on ramène au sol quelque chose, on ramène à la vie plus de vie, ça ne se fait pas du tout pareil. Et il y a une forme de gratitude profonde qui peut se mettre en place, d'amour en fait tout simplement. Plus ça va, plus on comprend les relations d'amour qu'on a avec tout autour de soi. De toute façon, je pense qu'on arrive forcément là quand on travaille dehors. Au bout d'un moment, la gratitude et l'amour et la gratitude, ouais. Et quand on fait ça dans cette optique-là, et qu'au lieu de désherber, de prendre et d'aller brûler, ou de mettre plus loin ce qui ne va pas, les mauvaises herbes et tout, on travaille avec ce qui est vivant, et du coup on rajoute au sol. Et c'est génial. J'ai un stagiaire qui disait « j'ai l'impression d'être une vache ». C'est génial. En fait, c'est profondément jubilatoire de faire de la perturbation quand on se met vraiment dans cette optique de gratitude et de compréhension de ce qu'on fait en fait. On remplace la vache en effet, mais plus ou moins, mais c'est vraiment jubilatoire. On s'amuse vraiment beaucoup. Avant de faire un petit instant, attends, j'enlève les 10 moustiques qui sont en train de m'attaquer sur le plan fixe. Avant de faire un petit instant promotion pour le livre et puis pour Joala Saint-Tropy, je ne pensais pas, mais nous sommes quand même écoutés un petit peu là-haut. Il y a même des médias qui nous fact-checkent, parce qu'apparemment on dit des bêtises quand on parle sur l'eau, des choses comme ça. Est-ce que toi, imaginons si les informations pouvaient monter, est-ce que tu aimerais faire passer quelque chose pour que ce soit un peu plus écouté la Saint-Tropy? La difficulté, c'est que quand on fait des bêtises, on peut les faire à grande échelle, c'est très facile. Et quand on veut changer profondément la manière de voir et de faire, c'est une personne par une personne. Après, on a de la chance d'avoir des gens qui sont à des postes clés. Je pense notamment à la Belgique, où on va démarrer des expérimentations sur 1 an et demi, soutenues par la Wallonie normalement. Je salue Salut les Belges. Les Belges, les Wallons, on a été reçus comme des pachas là-bas à chaque fois qu'on vient. Une gentillesse et puis ils savent vivre.
très bien. Excuse-moi, non mais je les salue, ben, j'en profite parce que chaque fois que j'y vais, je te jure, c'est Oui, terrible. Je suis ch'ti à la base, donc je connais un petit peu. Voilà, c'est ça. Et on va faire des expérimentations grandeur nature avec plein d'associations et des personnes qui viennent de plein de milieux qui sont liés à l'agroforesterie, liés avec le ministère, oui. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, on fait des expérimentations qui vont être suivies par un agronome pendant 1 an et demi, un technicien agricole et ce genre de choses, qui va être suivi aussi par l'université, par des personnes de l'université de Louvain, donc des profs. Donc ça va être, on essaie de lancer des masters sur le sujet aussi. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est dans les milieux anglo-saxons, quand ça marche, on refait, puis on essaie d'expliquer après pourquoi. Dans les milieux francophones, je dirais, on essaie d'avoir les thèses scientifiques et 10 ans d'expérimentation chez les voisins avant de s'y mettre. Donc il faudrait un petit peu se bouger les fesses. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a une ancienne ministre, ou je ne sais plus, avec tout ce que ça tourne, enfin, bref, il ne faut pas toucher à ça, c'est ça? Non. Donne des noms. Non, je rigole. Non, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais qui disait que l'agriculture, vu les extrêmes climatiques, devait finir par se faire en intérieur. Génial! C'est génial. Donc non, en fait, non. On peut très bien faire ça en extérieur. On est en train de partir sur du politico. Non, mais elle est déjà hors sol. Elle est déjà hors sol. Bah là, c'est justement, tout est dans le sol. Donc, ah, ben, bonne réponse. Est-ce qu'il y en a, ils partent, par exemple, si à la base, ils avaient une monoculture ou une plantation d'arbres ou un verger, est-ce qu'ils partent de leur culture de base pour faire de la syntropie autour ou ils rasent tout. Alors, on coupe tout. On peut rattraper des plantations très jeunes, c'est assez facile. Quand je dis très jeunes, c'est moins de 2 ans. Des vergers qui sont déjà à touche-touche, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Oui, parce qu'on calcule la distance en fonction de tout ce qui Oui, mais les racines et le système est déjà implanté différemment. De toute façon, on va être obligé, il y a déjà des systèmes qui ne fonctionnent plus. Il y a un peu plus dans le sud et à peine, il y a des endroits, les pommes cuisent sur les arbres tellement il fait chaud. Ah bah tu gagnes du temps, tu fais direct de la pomme. Vu le prix de l'électricité, franchement. C'est pas mal. Par exemple, quelqu'un qui démarre, il peut commencer un verger, partir sur une base de verger d'un fruit et faire de la syntropie autour ou même ça c'est... Alors c'est faisable, mais sachant que plus tu fais du gros, moins tu as de diversité évidemment. Et plus tu as de diversité, plus tu as de résilience. Donc à un moment, il faut choisir où est ton curseur. Et il faut savoir que tu te dis, bon, je vais faire de la production de pommes, mais que là, en syntropie, on va penser dans le temps. Donc tu vas dire, je fais la production de pommes, mais avant, je peux faire la production de ça, de ça, de ça. Et ça évolue dans le temps et dans l'espace. Du coup, il faut aussi changer, et c'est ça qui est difficile, la manière de voir la production, la manière de voir la consommation, la manière de voir la récolte. Ça, à mon avis, la syntropie a une très grande... à beaucoup de possibles... Oh, c'est difficile de se lever ça. La syntropie a beaucoup d'avenir dans les jardins-cueillettes, je pense. Parce qu'on peut avoir énormément de diversité toute l'année, avec beaucoup de types de productions différentes, et sans s'embarrasser de la cueillette, et en même temps en faisant tout un aspect pédagogique et d'accueil du public qui permet de... Et puis surtout, voilà, c'est plus sympa que le supermarché, hein, de venir cueillir ses fruits et ses légumes directement. Donc ça, je pense que c'est faisable. Et notamment en parlant en termes économiques, temps de travail, c'est ce qui me paraît le plus efficace si on veut, par exemple, se mettre à son compte en syntropie, quoi. En dehors de faire de la recherche et tout ça. Et ceci dit, un potager qui permet d'être résilient et producteur de ses propres légumes sur, on va dire, 9-10 mois de l'année, avec les conserves, hein, je précise, sur 100 mètres carrés en syntropie, ça peut être un potager du dimanche. Une fois qu'on a compris le principe. Voilà. Et alors, pour comprendre le principe, si on veut se renseigner, tu peux... Comment il s'appelle ton livre, Anaëlle? Alors, bienvenue en syntropie. Un jardin d'abondance des principes au terrain. Et c'est de l'auto-édition. On est tombé à court. Il y a 2000 bouquins qui sont partis par la poste. Et on le fait réimprimer pour début novembre. Là. Voilà. Et dernière question avant de te saluer.
Moi, franchement, depuis juin dernier, je ne connaissais pas du tout. Qu'est-ce qui fait que les vidéos ont autant explosé, d'après toi, sur le thème? C'est parce qu'on cherche toujours la meilleure solution, parce que c'est le plus efficace? Qu'est-ce qui, pour toi, offre autant de visibilité en ce moment bon, l'archipel aussi bientôt, mais à la Saint-Tropez? C'est dingue quand même, parce que, encore une fois, il y a une bonne 50aine minimum d'abonnés. Pas plus tard qu'hier, un mail, il était sur les fesses quand je lui dis bah, j'y vais demain, qui me disait il faut que tu ailles la voir parce qu'il faut qu'elle te parle de la Saint-Tropez. Concours de circonstances, je pense, c'est le bon moment. Les gens qui n'y avaient pas encore fait vraiment attention l'année dernière se sont rendus compte qu'on avait un petit changement climatique sur le dos. Parce qu'il a fait un tout petit peu chaud l'année dernière, je ne sais pas si tu te souviens, où il y avait un tout petit peu des extrêmes, Non, ça commençait à se voir. J'étais à l'ombre sous les arbres. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a ce genre de problématique partout dans le monde à des niveaux XXL. Alors nous, ça y est, on parle du Canada, il y a un dôme de chaleur où il pleut beaucoup et l'Allemagne est sous les eaux. Mais il faut que ça nous arrive chez nous ou dans des endroits qui nous sont proches culturellement pour que ça nous touche. Mais ce genre de catastrophe, on en trouve tous les 2 jours dans le monde. C'est vraiment impressionnant. Ça part en cacahuète sévère, on va dire. Est-ce qu'il n'y en avait pas autant avant, sauf que maintenant on les médiatise beaucoup? Attention, des Alors, fois je me on permets. les médiatise plus, mais il y en a, la quantité et la violence a aussi énormément augmenté. On est toujours en train de battre des records de début de saison, et notre façon de gérer le vivant, hein, de gérer la nature, tout ça, de protéger, tout ça, d'utiliser les ressources, ça c'est catastrophique, quoi, tout simplement. On a des problèmes d'eau dans le monde qui sont fantastiques. On arrive vers les 10 prochaines années, on va voir, moi je suis persuadée que dans les 10 ans, on voit la première mégapole à court de flotte potable. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as une mégapole qui n'a plus d'eau? Les gens ils partent. Guerre civile. Istanbul est la 3e et 4e plus grosse ville de Turquie, pour parler de l'hiver d'avant. C'est passé à 15 jours depuis une goutte d'eau potable. En Mexique, il y a une énorme ville de 22 millions d'habitants qui est passée à 10 jours depuis d'eau potable. En Afrique du Sud, il y a 4 ans, pareil. Il y a encore peu de temps, je disais, on n'est plus sur l'Arche de Noé, c'est le radeau de la Méduse. Là, j'en suis plutôt à me dire, c'est un peu comme le gars qui saute du 50e étage sans parachute et qui, au 10e étage, dit « Jusqu'ici, tout va bien !» On en est un petit peu plus à cet endroit-là. La dernière chose que je veux dire, c'est que c'est vraiment un acte politique de faire un jardin aujourd'hui, dans le sens profond de politique, c'est-à-dire prendre soin de la cité, prendre soin des autres, prendre soin de la santé, prendre soin de l'égalité des chances, prendre soin de tout ce que vous voulez. Même si c'est un tout petit jardin, même un jardin parisien, hein, non je rigole. Pourquoi elle C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. T'en es d'accord? Même un tout petit jardin, c'est même un tout petit balcon, je dirais. Chaque pomme de terre et chaque courgette que vous ramassez vous-même, c'est quelque chose qui sort du grand schéma mondialiste, après j'aime pas rentrer dans ces trucs-là, mais qui sort du supermarché, de la logique des graines, de la mainmise sur le vivant des graines, capitaliste. Je vois ce que tu veux dire. C'est un acte politique en fait, de reprendre possession de sa capacité à se nourrir, même si c'est un tout petit peu. C'est hyper important. Et c'est profondément jouissif, hein, c'est plus que jubilatoire, c'est magique en fait. C'est vraiment magique, j'adore ça. Voilà ma plus belle graine de l'année, qui est d'accord avec moi. Anaëlle, écoute, sur ces belles paroles, je tiens à te remercier et j'espère que la Saint-Tropez, dans 10 ans, sera quelque chose d'aussi connu que la permaculture. C'est évident. Oui, surtout appliqué, beaucoup appliqué. C'est bien de le savoir avant d'appliquer. Déjà, si les gens savent après, au moins... Parce que je me rappelle, dès que tu disais permaculture, il y a quelques années, c'est quoi encore? C'est hippie, c'est ceci, c'est cela. Donc, Anaëlle, merci beaucoup.